Moi c'est Fabien Guirègue. Notre structure c'est une SCOP, une société coopérative qui s'appelle Agrouf. Donc on est basé dans le Gard. On a plusieurs activités. Donc effectivement on fait un peu de recherche, on n'est pas une recherche officielle, mais on fait de la recherche appliquée donc, avec les agriculteurs avec qui on travaille, mais aussi avec des chercheurs qu'on essaye de solliciter pour répondre à telle ou telle question qu'on a sur le terrain en agroforesterie. On met en place des projets donc, dans le Gard, mais aussi dans la région PACA. Donc, on a le même type d'activité de ce côté-là en fait, que dans les paysages de l'Aveyron. Et à ce titre, d'ailleurs, on est affilié un peu à une association régionale qui s'appelle la FAC, Occitanie. Donc voilà, nous, on est les représentants du Gard, et HP donc, 12 et de l'Aveyron. Et donc c'est une structure qui est nationale, AFAC Agroforesterie, qui va changer de nom, qui va s'appeler Réseau Agroforesterie. Et puis après, on fait de la formation pour les étudiants, les agriculteurs surtout, et puis les techniciens, et ça un peu partout en France. Donc voilà, la partie recherche, on travaille dans toute la France, on essaie vraiment de développer ce qu'on appelle tout ce qui est recherche participative, en incluant aussi, donc, comme je disais, là, on travaille avec des réseaux d'agriculteurs, de les impliquer directement dans ces projets de recherche, et avec un budget aussi pour nous aider à travailler à la fois les questionnements, le suivi sur le terrain et analyser les résultats. Peut-être aussi, et puis après je commence la présentation, on a acquis aussi depuis cette année, l'année dernière, une exploitation agricole d'un agriculteur qui est parti à la retraite, qui était en agroforesterie depuis 1996, donc une parcelle ancienne en fait, et qui va nous servir un petit peu de support aussi à la fois de production, puisqu'on a installé deux maraîchers sur cette exploitation, mais aussi donc, on va développer donc, des activités aussi de sélection variétale, des choses comme ça, donc un peu comme un centre technique. On a récupéré du matériel et notamment une scierie mobile, donc on fait aussi de l'exploitation de bois bocager, du bois en agroforesterie intraparcellaire, donc on a aussi cet atelier un peu de production quoi, au niveau de la SCOP, pas forcément, mais d'essayer d'être objectif dans notre approche pour mesurer le pour, le contre, quelles sont les limites aussi dans nos connaissances, et puis par rapport à ce qui nous attend au niveau changement climatique, on n'est pas toujours sûr de ce qu'on fait dans le choix du matériel végétal par exemple, mais aussi la manière d'entretenir les arbres, et c'est ce qu'on, voilà, de temps en temps, je fais des petites apartés là-dessus, parce qu'en fait, voilà, sur le web, on trouve aussi des gens vraiment à fond motivés pour la trogne, et la trogne, donc faites des TT, comme vous faites beaucoup ici en Aveyron avec le frêne, et qui pensent que la trogne est éternelle. Nous, on pense qu'elle est peut-être pas forcément éternelle, et un arbre, en fait, je pense que ce qu'il aime, c'est qu'on lui foute la paix, quoi, qu'on le laisse pousser tranquillement, et d'intervenir comme ça tous les ans, ou tous les 5 ans, ou tous les 10 ans pour les téter complètement. Ça, c'est un vrai stress, physiologique pour lui. Et par rapport au climat de l'année, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Si vraiment c'est la meilleure méthode, ou comment mettre ça en place sur son exploitation. Bon, c'était un petit peu en introduction, voilà, donc des trônes qui ont mal tourné, donc effectivement ça demande quand même des précautions, et donc la question est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut en fait avec les arbres sur l'exploitation. Ici vous avez un exemple, donc je vais vous montrer 2-3 petits exemples d'arbres fourragers en France et ailleurs, ici c'est en Espagne, donc ce sont des frênes, ils appellent ça des frestailles. Et contrairement à ce qu'on a chez nous, en fait, les frênes sont vraiment autour des parcelles. Chez eux, c'est vraiment à l'intérieur. Et pour nous, c'est intéressant parce que on travaille pas mal avec les partenaires espagnols. C'est qu'ils sont un peu précurseurs par rapport au climat qui nous attend, parce qu'il y a des zones quelquefois qui sont un petit peu compliquées en termes de profondeur de sol, de climat, de température l'été, etc. Là, en fait, l'idée, c'est aussi de travailler sur le microclimat pour les animaux, mais aussi pour la production de la prairie. Je vous montrerai quelques résultats par rapport à ça. Bon, après, il se pose aussi la question de survie, en fait, de ces pratiques d'étêtage. Pareil, il y a des endroits, des fresnels qui sont impactés par les coups de chaud une fois qu'on les a complètement étêtés. Donc, voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles ils travaillent également. Bon, voilà. Après, nous, on a des parcelles un peu traditionnelles, entre guillemets, qui n'ont qu'une trentaine d'années. C'était des essais qui avaient été mis en place par l'INRA à l'époque. Donc, c'était pour faire du bois d'œuvre en présence d'animaux.
Et c'est des parcelles qui nous servent aujourd'hui pour faire des suivis, parce que c'est des parcelles adultes. Donc on peut vraiment travailler sur les interactions entre l'arbre, la prairie, les animaux, etc. Ou la possibilité aussi d'utiliser les arbres pour faire du fourrage. Donc il y a des parcelles comme ça, il y en a une 60aine en France. Hein. Alors toutes n'ont pas des témoins prairies sans arbres, ça nous embête un peu parce que ça nous limite un peu dans les comparaisons. Il y a souvent des témoins forestiers, parce que à l'époque c'était des forestiers, mais bon. Ceci dit, dans les 60, il y en a quand même quelques-unes, notamment pour ces photos, où on a la possibilité de comparer différentes densités d'arbres et puis des prairies. Donc je reviendrai un peu là-dessus, parce que nous, en fait, dans notre approche, donc on a piloté quelques projets de recherche, on a participé à des projets de recherche. Alors il y avait par exemple Arbec, c'était piloté par le civil de l'élevage. Après il y avait le projet Parasol qui s'est terminé, et puis là il y a quatre projets en cours. Qui se termine aussi. Il y en a un rame qui porte sur les ovins, un page qui porte sur les caprins. Il y a un qui s'appelle Écorce qui travaille sur la protection des arbres quand on a des animaux au milieu de nos arbres. Et un autre qui s'appelle agroforesterie. Donc là, lui, c'est cochons et arbres fourragers. Et ça nous sert aussi parce que voilà, il y a la dimension fruits qui nous intéresse là-dedans. Donc du coup, quand on fait de l'agroforesterie voilà, en système d'élevage, on travaille sur les trois composantes. Et on essaye de voir les interactions voilà, entre les uns et les autres pour optimiser un peu la production à l'échelle de la parcelle et de l'exploitation. Donc je vais commencer par les arbres, la valeur fourragère des feuilles, mais aussi des rameaux, parce que les animaux mangent une partie des rameaux, et puis des fruits, parce que voilà, il y a des fruits qui sont intéressants pour l'alimentation, y compris des ruminants quand même. Alors, donc ça, il y a les trois projets. Donc là, je les cite là, mais je pense que vous aurez la programme pour ceux que ça intéresse. Si vous allez sur notre site internet, on met toujours tous les résultats en ligne. Hein. Donc, si vous allez sur agro.net, vous pouvez aller voir ces projets, vous aurez tous les résultats en détail. Donc là, je vais vous donner qu'un aperçu. Quoi, hein. En fait, dans ce projet, ce qu'on avait envie de faire, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de références au niveau recherche sur la valeur alimentaire des arbres. Il y en avait un petit peu pour le frêne, mais c'est vraiment, voilà, il faut vraiment les trouver. En tout cas, pas comme une prairie, une ressource fourragère assez classique. Pour la luzerne, les sainfoins, la fétuque, on a des tables nutritionnelles pour différents cas de figure en termes de sol, de climat, etc. Pour les arbres, on n'avait pas du tout ça. Donc, pourtant, c'est une pratique qui remonte à loin, hein, mais du coup, on s'est dit, on va essayer de commencer à travailler ces questions-là. Il y a eu l'INRAE de Lusignan en Poitou-Charentes qui a piloté cette action, donc d'analyse d'une 50aine d'espèces d'arbres, arbustes, mais aussi des lianes, pour voir un petit peu la qualité de ces feuilles, donc nutritionnelles, hein, pour voir comment on pouvait les intégrer dans la ration. Et on a fait des analyses à 4 dates dans l'année, donc une au printemps, 2 en été et une à l'automne, pour voir aussi l'évolution de la qualité dans l'année, quoi. Donc, si vous voulez avoir les résultats complets, encore une fois, vous pouvez aller sur le site. Après, il y a une revue aussi, la revue Fourrage, qui a fait un dossier spécial sur ce projet et qui est en libre accès. Donc, si vous tapez revue Fourrage, dossier agroforesterie, vous allez tomber dessus. Nous, on l'a sur le site internet, mais vous l'avez aussi sur le site de la revue. Vous avez le tableau avec toutes les valeurs alimentaires. Donc là, en fait, ce tableau, comment on peut le lire? Vous avez, quand vous partez en bas vers la droite, MAD, donc les matières azotées totales, donc le niveau aussi de protéines et la digestibilité vers le haut. En gros, plus si on est en haut à droite, c'est là où on a des fourrages de bonne qualité et facilement digestes pour les animaux. Donc on montre pas toutes les essences là, parce que sinon ça serait un peu illisible, mais vous voyez le mûrier, par exemple, le mûrier blanc, on a un petit peu de temps en temps hein, ici, hein, dans le coin, peut-être plus sur la partie sud, mais c'est un arbre qu'on trouve un peu partout, hein, puisqu'en fait, il est originaire d'Asie, donc on en trouve en Russie, dans des climats beaucoup plus froids qu'en Méditerranée. C'est l'arbre qu'on utilise pour le verre à soie. Lui, pour le coup, on a quelques valeurs d'ailleurs, hein, fourragères, parce que pour le verre à soie, c'était vraiment une demande. Et quand on voit la demande au niveau nutritif pour le verre à soie, en fait, on se rend compte que c'est quasiment les mêmes niveaux de protéines qui sont demandés que pour les élevages ruminants. Donc, c'est intéressant, on a pas mal de données. Il y a eu aussi pas mal de sélections de différentes variétés de mûriers qui soient productifs et voilà,
avec des bons niveaux nutritifs. Donc le mûrier, un arbre qui est très, très digeste, très riche, mais vous avez aussi d'autres essences. Alors, par exemple, il y a le frêne qu'on utilise beaucoup, qui est plutôt bien passé en termes de digestibilité, qui est moyen en fait en termes de richesse en protéines, même si voilà, il reste intéressant, mais il y a d'autres essences qu'on n'utilise pas beaucoup. Il y a des aulnes, il y a du châtaignier, des choses comme ça qui sont peut-être même un peu mieux placées. Après, il y a des questions aussi de soins qu'on peut donner aux arbres, c'est-à-dire que le frêne, on peut facilement l'étêter, il repart facilement, donc il y a d'autres arbres, quand vous allez les étêter, comme les aulnes, voilà, il faudra faire attention, parce que peut-être qu'ils réagissent un peu moins bien à la coupe. Donc là, par exemple, vous avez les résultats sur trois dates, hein, donc juin, août, octobre. On regarde la matière sèche, la matière azotée et la digestibilité. Vous voyez que bon, forcément, plus on avance dans le temps, avec le dessèchement des feuilles, la matière sèche va augmenter en proportion du poids. Mais ça reste quand même assez intéressant quand vous regardez d'août à octobre, de l'été à l'automne. On reste sur des niveaux assez stables. Et puis surtout, le niveau de matière azotée totale. Vous voyez que, par exemple, là, pour le mûrier, on est à 17%. C'est quand même un niveau très élevé par rapport à une prairie classique. Même par rapport à la luzerne ou les légumineuses herbacées, on est vraiment sur des niveaux plus élevés. Et puis surtout à un niveau, vous voyez, qui se maintient quand même malgré tout en été, alors qu'on n'a plus d'herbe. Enfin, ça dépend des années, mais quand la prairie est desséchée, là, on a une ressource quand même qui est assez riche à disposition, et y compris à l'automne. Et le mûrier, notamment, enfin à l'automne, il a tendance à garder ses feuilles très longtemps. Il faut vraiment attendre les premiers jets pour que d'un seul coup les feuilles s'abîment. Mais c'est un arbre un de ceux qui garde ses feuilles le plus long et le plus verte longtemps, avec une digestibilité qui est tout à fait acceptable, en fait, hein. Alors, maintenant, on a comparé aussi, parmi ces essences, on en a pris quelques-unes, notamment frêne mûrier. On a testé la valeur alimentaire des feuilles sans intervention sur les arbres et des feuilles une fois qu'on a étêté l'arbre. Parce que quand vous étêtez les arbres, souvent, donc l'arbre, il va être assez productif. Vous allez avoir des feuilles qui ont des surfaces beaucoup plus grandes, quelquefois 2 fois plus grandes que l'arbre non étêté, quoi, hein. Donc, c'est une mobilisation, en fait, de l'énergie du carbone dans ces feuilles et d'azote. Donc, on s'est posé la question si c'était de la même qualité ou pas. On a, donc, vous avez en bleu les arbres de OG, donc sans intervention, en rouge les arbres étêtés. En matière sèche, effectivement, il y a un peu moins de matière sèche, donc des feuilles plus tendres, avec peut-être un peu moins de fibres. Par contre, un peu plus riche en matière azotée en général. Et puis, par contre, une digestibilité identique. Un tout petit peu moins de tanins condensés, également en proportion. Alors ça, c'est la digestibilité. Donc ça, c'est une expérience de l'INRAE de Clermont, qui était aussi partenaire du projet, qui ont une exploitation avec des ovins. Ils ont regardé la digestibilité également dans le temps, hein. Donc là, en bas, c'est les heures. Donc vous voyez qu'au bout d'une vingtaine d'heures, quasiment la totalité du mûrier a été digérée par l'animal, puisqu'on arrive quasiment à 90% hein, au bout d'une vingtaine d'heures. Alors que si on prend le raisin et la luzerne, on est à 60-70%. Donc on est à un niveau au-dessus quand même. Et pareil pour le frêne, avec un niveau en dessous. Puis d'autres essences comme peut-être le châtaignier, le chêne, qui ont des bonnes valeurs, mais qui sont pas très digestes, donc qui restent à un niveau voilà, assez bas. Ce sont aussi des essences plus riches en tanins, donc ça explique aussi voilà, ce phénomène. Alors justement, puisqu'on parle de tanins, ça reste un champ assez compliqué à étudier, parce que souvent on dit oui, alors les tanins c'est bon pour la santé des animaux, ou à contrario ça peut être toxique. C'est vrai qu'il y a plusieurs gammes de tanins. Pendant longtemps, on a considéré qu'il y avait 2 types de tanins, les hydrolysables, qui peuvent facilement être assimilés au niveau des organes et poser des problèmes de toxicité, de digestion par exemple, notamment, et puis des problèmes rénaux pour les animaux. Et puis les tanins condensés, qui peuvent plus s'associer aux protéines et qui sont moins embêtants pour l'animal, qui sont peut-être plus intéressants justement pour sa santé.
antidiarrhéiques, pour les coliques, pour des parasitaires aussi, donc pour la plupart des ruminants, que ce soit chevaux, bovins, ovins, caprins, donc pour les quatre, pardon. Par contre, après, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a quand même, en fait, plus que de groupes. Il y en a peut-être au moins 4, voire 5 groupes de tanins. Donc, voilà, la recherche, elle évolue beaucoup là-dessus. Il n'empêche que c'est un élément important. Ça représente peut-être 1% de la masse du végétal, mais ça peut représenter 15-20% de ce qu'on va avoir au niveau des fruits et peut-être 40% de l'écorce. Donc, quand vous avez des chèvres, par exemple, qui vont écorcer énormément les arbres, donc il faut savoir qu'elles vont manger énormément de tanins dans leur alimentation. Il y a des animaux comme les chèvres ou les porcs qui se sont assez bien adaptés, d'autres, voilà, un petit peu moins. Mais voilà, ici vous avez l'analyse des tanins pour différentes espèces. Donc vous voyez, le robinier, lui, qui est très tannique et d'ailleurs souvent même un peu dangereux pour les chevaux, par exemple, qui sont très sensibles à ce niveau de tanin. Vous allez être, lui, cormier, orme, mais après, ça va dépendre un petit peu aussi du type de fruits, parce qu'en fait, les tanins, on va aussi les retrouver dans les fruits, notamment les fruits secs, tout ce qui va être châtaignier, chêne, bien entendu, les chênes donc qui peuvent être amers, donc c'est lié forcément au tanin, et l'amertume, elle est vraiment liée au tanin hydrolysable, alors que les chênes à glands doux, qui sont beaucoup plus digestes, y compris pour l'alimentation humaine, ceux-là sont beaucoup plus riches en tanins condensés. Alors là où c'est compliqué, c'est que ces tanins, on a tendance à classer les chênes à glands doux et les chênes qui seraient pas à glands doux. Dans la vraie vie, c'est pas toujours aussi simple. C'est-à-dire que la douceur des glands peut changer selon la saison. C'est-à-dire plus on va avancer dans le temps et plus ils vont être doux, c'est-à-dire les condensés vont prendre le pas sur les hydrolysables. Après, selon le stress de l'arbre, s'il y a une sécheresse justement, eh bien on va peut-être avoir plus de glands hydrolysables et puis même des chutes de glands verts qui vont tomber au sol et qui sont très riches pour le coup donc en tanins qui seraient pas forcément bons pour la santé de l'animal. Et puis après il y a les métissages entre les chênes qu'on domine pas trop bien et une fois que vous allez à partir du même gland, du même glandé, vous allez avoir des chênes qui vont être plutôt plus sur l'amertume, donc c'est assez compliqué. Après, vous pouvez faire un test vous-même, si vous voulez savoir, cette année, qu'est-ce que j'ai comme type de gland, vous pouvez les manger, vous allez tout de suite sentir s'il y a cette amertume ou pas. Et après, pour faire le choix, si vous avez des chevaux de course, je sais pas s'il y en a parmi vous, du coup, vous allez les enlever l'année où il y a une forte glandée sur le sol. Bon, voilà, c'est un peu ce que j'ai raconté ici, donc je vais peut-être pas revenir là-dessus. Bon, voilà. Autre aspect qui a été fait dans cette analyse réalisée par l'INRAE, dans ce projet Parasol, c'est qu'on a évalué aussi les teneurs en minéraux. Alors, ce qui était intéressant là-dedans, c'est qu'il y en a surtout deux qui sortent du lot, le calcium et magnésium, où on a des teneurs généralement dans les feuilles des arbres beaucoup plus élevées. Et par exemple, le frêne, il est très riche en éléments minéraux de cette nature-là. Donc, ils sont plutôt intéressants pour tout ce qui est lactation, en fait. Donc, les allaitants comme pour les laitiers, quoi. Quelquefois, là où on se pose des questions, c'est qu'on a des niveaux par rapport aux besoins de l'animal qui peuvent être peut-être 3 fois, 4 fois supérieurs aux besoins journaliers, si on faisait une ration de frêne, par exemple. Donc, il y a la question de l'assimilation. Est-ce que tout est assimilé par nous-mêmes? Ça, c'est la première question. Et si jamais il y a une surdose, ça peut peut-être occasionner des défis à relever, des choses comme ça. Donc, peut-être qu'il ne faudra pas imaginer des rations 100% feuilles de frêne, mais à mélanger. Donc, de toute façon, déjà, il faut produire la totalité des feuilles de frêne pour arriver à la dose de matière sèche pour l'animal. Donc ça, vous allez voir, c'est quand même un petit peu compliqué, donc ce sera plus un complément. Et puis même pour la gestion des tanins, c'est bien de diversifier également. Après, pour les autres éléments, on est sur des niveaux tout à fait satisfaisants, mais qui n'est pas non plus excessif par rapport à ce qu'on a dans les rations habituelles au niveau herbacé, quoi. Encore une fois, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est une ressource aussi qui est disponible en été ou éventuellement à l'automne. Alors,
Dans ce premier jet d'analyse qui a été fait, et donc on continue dans le projet qui s'appelle RAM là, en ce moment, et qui va encore durer encore 6 mois, il y a une série d'espèces qui sortent du lot. Donc là, il y avait le mûrier blanc, mais il y a toute la gamme des saules qui sont des arbres fourragers traditionnels, hein, et qui sont justement faciles à bouturer, faciles à étêter. Donc ça aussi, ça fait partie des arbres intéressants. Vous avez le tilleul à grande feuille, le figuier, les aulnes, qui sont, donc on l'a vu tout à l'heure, qui peuvent avoir des résultats intéressants par rapport au bilan azote au niveau des prairies. Le robinier, pas trop digeste, mais qui est quand même avec des teneurs en azote vraiment intéressantes, pareil, c'est une légumineuse. Donc un peu plus de robinier, ça va apporter peut-être 200-250 unités d'azote par an dans le sol. Donc ça reste des arbres qui pourraient être intéressants. Après, il y a une question de réglementation. Hein. Pour l'instant, là, je vous présente des résultats bruts. Voilà. Puis après, il y a la gamme des autres, le fruitier, puis le frêne, bien sûr. Les arbustes et les lianes, ça en fait partie. Parce que vous allez voir que dans les aménagements qu'on imagine, c'est pas simplement des arbres comme ça disséminés, mais on peut imaginer des fourragères dans lesquelles on va introduire des arbustes, des lianes, qui ont aussi la capacité à produire rapidement, en fait. Hein. Et voilà. Vous allez voir, en fait, ça fait partie des aménagements sur lesquels on travaille. Donc, j'insiste là-dessus, c'est un premier jet, ces résultats. Là, l'idée du projet RAM, c'est de continuer à faire d'autres analyses. Donc, on a travaillé plus sur le peuplier, mais surtout sur le mûrier et le frêne, dans plusieurs régions. Mais il faut multiplier en fait les analyses, parce qu'en fait c'est comme la luzerne de Saint-Ouen, hein, selon les régions, vous allez avoir des analyses et le type de sol, vous allez avoir des analyses qui sont assez différentes. Donc ça, c'est maintenant cette phase qu'il faut enclencher quoi, en fait, hein, pour multiplier un peu les analyses et avoir une base de données qui soit assez solide quoi, par rapport à ça. Quoi. Et ce qu'on est en train de faire, c'est aussi d'introduire ces valeurs-là dans le calcul d'une ration alimentaire pour l'animal. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire avec le système d'élevage et les rendements des arbres, c'est ce que je vais vous montrer aussi maintenant. Alors, dans le projet Apache, qui est sur les caprins, on travaille donc avec l'IDEL et la station, donc le lycée du Pradel, voilà, donc en Ardèche. Qui a une grosse expérimentation avec des plantations de mûriers. Et ils ont une exploitation caprine et qui est intéressante pour nous parce qu'en fait, elle est expérimentale et ils peuvent dissocier les groupes de chèvres. Donc là, en l'occurrence, ils avaient 2 groupes de chèvres et ils vont jusqu'à la production de fromage. Et donc, avec 2 unités de fromagerie, donc qui nous permet de comparer vraiment 2 types de fromage avec 2 groupes de chèvres qui ont été traits à 2 endroits différents. Voilà. Donc, on peut faire des comparaisons, un groupe de chèvres alimenté avec des feuilles et un autre sans feuilles, par exemple. Donc, l'idée, c'était de voir, depuis la production jusqu'au produit fini, l'intérêt de l'agroforesterie. Alors, c'est un projet un peu particulier. Vous voyez, c'est une table, ce qu'on appelle une table fourragère. Donc là, c'est des fortes densités de mûriers à l'hectare. C'est comme une vigne, hein, quasiment. Il y a plusieurs modalités, mais ça va de 2000 à 10 000 pieds à l'hectare. Donc c'est énorme. C'est pas forcément ce que nous on propose, parce qu'après il y a le coût économique d'implantation. Quand vous faites une plantation à 10 000 pieds hectares, ça coûte cher. Et je ne crois pas que ça soit rentable. On est en train de faire les calculs. Voilà, c'est quasiment sûr. Mais c'est intéressant de voir jusqu'où on peut aller en termes de productivité, etc. Donc vous voyez, là il y a une taille qui est faite à la sortie de l'hiver. Et cette parcelle, elle est donnée à la pâture, donc pour les chèvres. Donc vous avez différents formats d'arbres. Il y a des arbres qui sont recépés au ras du sol. Il y en a qui sont étêtés à 30, 40, 50 cm de hauteur, et puis d'autres à 80 et 1 mètre de hauteur. Puis il y a même un lot de mûriers qui n'est pas du tout taillé, qui sert un peu de témoin. Donc on a pu mesurer le rendement un petit peu de chacun des systèmes. Vous voyez, le mûrier, quand vous l'étêtez comme ça, il fait des tiges de 3-4 mètres hein, de longueur. Donc sur les CP et même les petites trognes, vous voyez que les chèvres peuvent manger jusqu'à 1,50 m, 1,80 m, mais elles vont rester, donc ça fait des formes de plumeaux. Ce qui est peut-être pas forcément plus mal hein, par rapport à la résistance du végétal. C'est pâturé en été pendant 3 semaines. Ils font qu'un seul pâturage,
alors qu'on pourrait imaginer en faire plusieurs, mais ça, voilà, on peut pas tout faire en même temps sur une même parcelle, donc ça fera partie des prochaines expérimentations. Mais voilà, en l'occurrence, là, c'est un seul passage. Et ce qu'ils ont fait, ils ont pris donc ces deux groupes, ces deux lots de chèvres, et pendant, donc vous voyez, pendant, là, c'est en l'occurrence, là, c'était pendant 2 semaines, donc c'était des résultats là de 2022, mais ça a été fait en 2023 et 2024. Et donc le groupe qui a été nourri aux feuilles, c'était exclusivement avec des feuilles de mûrier. Donc ça a été un choix qu'ils ont fait. Là aussi, ça peut se discuter. Dans la nature, ça sera beaucoup plus varié. Il y aura d'autres arbustes, d'autres choses, etc. Mais ils ont donné que des feuilles de mûrier pendant les 2 à 3 semaines, pas de foin. Et alors que dans l'autre groupe, eh bien, ils ont donné l'alimentation classique en été, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de ressources prairies, donc c'était du foin donc il y avait du sainfoin, de la luzerne et de la fécule. Ici, vous avez la production laitière moyenne par chèvre. Donc, en orange, c'est le groupe de chèvres nourries aux feuilles de mûrier, pardon. Et en dessous, c'est, en noir, c'est le groupe foin, on va dire. Vous voyez que dès qu'on alimente les chèvres avec des feuilles, la productivité augmente et on va gagner quasiment 1 demi-litre par animal, donc par jour, donc grâce à cette alimentation. Alors là, dans les valeurs alimentaires, donc c'est ce qui explique notamment, c'est qu'on est sur des niveaux de MAT beaucoup plus élevés par rapport à la luzerne qui est donnée. Si on regarde l'analyse de la qualité du lait, notamment les taux butyreux et les taux protéiques, vous voyez qu'il y a aussi un impact assez fort. Et ça a été confirmé sur les autres années. Notamment pour le taux butyreux, vous voyez qu'on passe quasiment, on gagne 8 points en moyenne par rapport à la situation initiale. Et le taux protéique, c'est un petit peu moins fort, mais quand même c'est assez significatif. On gagne de 2 à 3 points. Donc il y a une nette évolution, et dès qu'on arrête l'alimentation en feuilles, tout de suite on repart sur les niveaux de l'autre groupe. Un élément qui est important dans la composition des feuilles de mûrier, c'est qu'on a aussi beaucoup d'acides aminés et beaucoup d'acides gras. Et des acides gras qui sont intéressants parce que, comme pour les fruits secs, comme le gland, la châtaigne, qui sont intéressants pour l'alimentation à cause des acides gras, mais surtout des acides gras insaturés. Et c'est aussi le cas de la feuille de mûrier. Les Américains et les Canadiens l'utilisent beaucoup pour la finition des porcs, comme chez nous un petit peu avec la châtaigne ou le gland. Et ça va donner effectivement aussi une viande faible en acides gras saturés, parce que c'est des monogastriques, donc il y a un impact direct entre l'alimentation et la qualité de la viande. C'était une question qu'on avait pour les ruminants, mais en tout cas pour le lait, il y a un impact direct sur la qualité du lait également. Et si on regarde l'évolution du taux d'urée, donc là c'est inverse. Donc il y a une forte baisse de l'urée pendant la période de pâturage, donc avec une meilleure valorisation donc, de l'azote qui est disponible dans la ration. Du coup, on s'est posé la question, ces bons résultats, c'était plutôt encourageant. On s'est dit, on va regarder maintenant au niveau rendement laitier et la qualité aussi du fromage. Donc il y a eu deux types de fromages qui ont été faits avec plusieurs fabrications selon les traites. L'idée c'était de voir la transformation, est-ce qu'on était sur les mêmes rentabilités en termes de matière, et la qualité de la matière, du lait, donc du fromage affiné, et puis à la fin, au goût, en test, est-ce qu'on a un fromage différent également. Donc dans le suivi du lait, forcément on retrouve le résultat en termes de taux butyreux et taux protéiques, ça j'ai passé, non par contre je suis un peu trop vite. Par contre, le rendement fromager était beaucoup plus important. Comme on a un lait plus riche, on a avec plus de matière grasse et des taux donc plus élevés, on avait un rendement pour 100 kg de fromage, on avait 2 kg en plus pour le lot avec feuilles de mûrier par rapport à 2% de production en plus. Donc ce qui est pas négligeable. Et si on regarde la qualité donc du lait, donc on a plus de matière grasse, plus de matière protéique, plus de matière sèche, plus de calcium aussi et de caséine dans le lait qui est utilisé pour le fromage. Donc quand on regarde maintenant pour le fromage en tant que tel, on a sans trop de surprise, on retrouve aussi plus de matière grasse dans le fromage frais entre les deux lots de fromage. Donc avec quasiment 2 points et demi de plus.
matière grasse également pour les fromages affinés. Donc il y avait vraiment une différence notable. Par contre, la mauvaise surprise entre guillemets, parce que même si tout à l'heure je disais qu'on reste objectif, nous on se disait voilà, ça serait bien quand même d'avoir un fromage qui ait plus de goût. En fait, on a fait des tests, 2 types de tests avec des gens, un public lambda, et puis avec des testeurs professionnels. Donc ça a été fait chaque année, donc voilà, avec des méthodes de test différentes sur la couleur, la texture, je pourrais pas vous dire tous les caractères, mais jusqu'au goût. Et en fait, il n'y a eu aucune différence entre les 2 autres fromages, et ça sur les 3 années du projet. Alors, c'est un petit peu, moi ça me perturbe un peu parce qu'on a quand même des acides gras différents, des acides gras insaturés, donc je dis qu'il aurait pu y avoir une différence. Après, le goût du fromage, il va dépendre aussi beaucoup de la flore bactérienne, ce qui est la principale composante. Donc, plus on a une flore diversifiée, et mieux ça sera pour la qualité du fromage. Et là, c'est peut-être le biais dans cette expérience. On a fait une expérience avec que de la feuille de mûrier. Et vous avez vu tout à l'heure, elle est donc extrêmement digeste. Donc en fait, ça fait un peu déboucheur de ruben, comme on dit. Et je ne sais pas si l'impact que ça peut avoir sur la flore. Moi, c'est une question que je me pose. Je l'ai posée à l'IDEL. Ils pensent que non, mais ils n'étaient pas complètement sûrs. Mais il n'empêche que vous prenez le même animal, mais avec une alimentation très variée. Normalement, on le voit au niveau du fromage, que ce soit pour le piccolo, comme ici en Ardèche, mais aussi pour le comté, par exemple. Quand vous mettez des vaches dans des prairies sauvages, vous allez avoir un goût différent par rapport au comté, par rapport à un lot de vaches alimentées uniquement avec du riz gras et un mélange un peu plus standard. Bon, voilà, donc ça fait partie des choses encore à découvrir, à comprendre, mais en tout cas des résultats quand même intéressants par rapport à ça. Je continue sur les fruits, parce que souvent on n'y pense pas trop, mais vous savez, pour les éleveurs qui sont ici, si vous avez des chênes, les moutons, les vaches vont avoir envie aussi de manger les glands. Ça va dépendre des races que vous avez, ça va dépendre aussi de l'éducation des animaux, s'ils sont habitués ou pas à être vraiment à l'air libre. Et puis la passation en fait, de ce savoir entre les animaux, il y a quand même pas mal de facteurs aussi de cet ordre-là. Et puis nous ce qu'on a fait dans ce projet aussi, c'est comme les feuilles, donc là c'est dans le projet agroforesterie, on a essayé de faire un peu un état des lieux, des connaissances sur le gland, la châtaigne, la valeur alimentaire. On a beaucoup de choses sur les fruitiers qu'on utilise pour la consommation humaine, mais très peu pour tout ce qui est animal. Pour le gland, en Espagne, puisque c'est un système qui est très répandu en Espagne, vous avez 3-4 millions d'hectares de chênes qui sont utilisés pour donner à manger aux porcs, mais aussi aux ruminants. Donc c'est la DSA qu'on appelle, mais qu'on retrouve aussi au Portugal, en Italie, en Grèce. Donc on a des données quand même, mais pas trop pour la France. Donc on a cherché des chênes à gland doux dans toute la partie sud de la France. On a fait 200 analyses de 200 individus chez les agriculteurs, les éleveurs avec qui on travaillait dans ce projet. Donc il y en avait dans le Pays Basque avec le porc quinto basque, avec le porc noir de Vigor, le cul noir du Limousin, et puis chez nous donc le porc, donc le baron des Cévennes, une association récente, et le Pulcumustrale de Corse. Donc un peu les 4 appellations qui ont dans le cahier des charges l'obligation d'aller dans des prairies arborées avec un apport des arbres pour l'alimentation. Alors voilà, c'est un petit peu en brut, on est en train de faire le rapport final, mais donc déjà par exemple pour le cochon on s'était posé la question, et même pour les ruminants, qu'est-ce qu'ils mangent exactement? Est-ce qu'ils mangent le gland en entier? Et à quel moment aussi? Donc on a fait des analyses de glands entiers et de glands décortiqués. Pareil pour la châtaigne. Donc forcément, il y a des petites différences, mais là, ce qu'on voit, par exemple, ici, c'est la deuxième colonne, c'est qu'on a un niveau de protéines, par exemple, pour le gland qui est autour de 6%. C'est assez proche de ce que les Espagnols ont également. Chez nous, on a plus de tanin que forcément dans les chênes à gland doux, avec des populations de chênes qui ont été sélectionnées génération après génération et qui existent encore vraiment en France, en Espagne. Alors qu'en France, même avec le porc noir de Bigorre, on a essayé de trouver des forêts agroforestières primaires, entre guillemets,
Mais en fait, toutes ces races-là traditionnelles, dans les années 50, elles ont failli disparaître. Donc il y avait quasiment plus de porc noir, plus de porc quintois. Il y avait 2-3 éleveurs, et chaque fois, c'est ces gens-là qui ont sauvé la race. Mais les forêts, pendant ce temps-là, elles ont été exploitées, il y a eu des coupes rases, il y a eu des replantations. Bref, on a perdu ces grands espaces de pâturage traditionnels qu'on avait en France, quoi. Alors que quand on regarde le niveau historique, on avait même plus de pratiques, a priori, que côté espagnol. Donc, voilà, c'est pour la petite histoire. Si jamais ça intéresse quelques-uns, on pourra en discuter ce midi, par exemple. Donc, des taux de protéines un petit peu moins élevés que le mûrier. Hein. C'est pour ça que les Américains utilisent beaucoup de mûrier pour la finition, parce que c'est aussi intéressant. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des acides gras quand même très intéressants, des acides gras saturés, comme je disais, donc une énergie aussi, un niveau d'énergie intéressant, et puis surtout là en bas, vous avez des teneurs en acides aminés, par exemple pour la lysine, on est sur des niveaux élevés, et vraiment intéressant, parce que le cochon a vraiment besoin de lysine pour les différents stades de développement, et donc on est sur un aliment quand même très intéressant. Donc, bon, je vous ai mis que le blanc, mais encore une fois, dans la revue fourrage, non, pas dans la revue fourrage, dans le rapport qu'on va faire sur agroforesterie, vous aurez tous les éléments. Dans l'agroforesterie, nous, on s'est intéressé donc aux fruits. Alors certains, comme je disais, qu'on utilise dans l'alimentation humaine, hein, tous les fruits à pépins, à noyaux, même des variétés sauvages, hein, pommiers, poiriers, pruniers, etc. Donc on a essayé de regarder ça. On avait quelquefois des doutes parce que, par exemple, si je prends l'abricot, vous avez une amande qui peut être très riche en protéines, comme toutes les amandes des différents fruits à noyaux. Mais est-ce que le cochon le mange ou pas? Est-ce que les ruminants vont le manger ou pas? Ça, c'est pas sûr. On peut avoir quelquefois des concentrations, par exemple pour les amandiers ou l'abricotier, en éléments toxiques dans les amandes. Là aussi, on débute un petit peu, on essaie d'explorer. Puis après, il y a toute la gamme des fruitiers sauvages. Et alors là, on n'a pas beaucoup de données. On sait que les animaux les mangent, mais voilà. Donc on a essayé un petit peu d'en faire quelques-uns, mais voilà, c'est un travail qu'il faut continuer, quoi. On a fait, bon là, il n'y a pas, mais voilà, il y a l'arbousier, il y a pas mal de baies sauvages. On a travaillé aussi sur le féguier d'Amérique, qui n'est pas tellement endémique, mais qui est aussi très fourragé. Voilà un petit peu, par exemple, les teneurs en protéines des différents fruits. Donc, si on regarde sur la gauche, vous avez surtout les fruits secs, qui sont très riches en protéines, et puis après, tous les fruits à pulpe, qui sont moins riches, plus riches en énergie, moins riches en protéines. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants, hein. Ils peuvent être intéressants par exemple, pour telle ou telle catégorie d'animal. Selon son stade de développement, ça peut être intéressant d'avoir un peu d'énergie en plus par rapport à ses besoins, surtout des animaux qui sont à l'air libre. Après, il y a le côté rendement qu'il faut intégrer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir là, c'est pour 100 grammes d'aliments, mais il y a des pommiers, par exemple, qui vont avoir une production beaucoup plus élevée qu'un amandier classique. Donc, il y a aussi le rendement qui fait que les protéines peut être aussi plus intéressant. Les 6 acides aminés, pareil, c'est très lié aux fruits secs. Donc, là où on va trouver les meilleurs résultats, c'est pistache, amandes, noix, blanc, etc. Et puis après, donc d'autres. Bon. Après, les teneurs en matière grasse et différents fruits, de la même manière, on va retrouver les meilleurs résultats pour les fruits secs. Donc, avec certains, vous avez les noix de pécan ou les caroubiers, qui est une essence méditerranéenne et qu'on utilise aussi dans les projets d'élevage, qui ont vraiment des résultats vraiment intéressants aussi. Alors, après, une fois qu'on a ces aspects-là, il y a deux choses à prendre en compte. C'est la période de fructification, parce que par rapport aux besoins des animaux, c'est ce qui va être important pour nous. C'est-à-dire, si on veut intégrer la production de fruits ou de feuilles comme un atelier de production de fourrage à part entière, il faut le rationaliser en fait dans l'année. Donc, ça fait partie des questionnements qu'on a là. Et puis, sachant qu'en fait, pour une espèce donnée, on peut avoir plusieurs variétés sous-variétés de provenance, quelquefois qui vont avoir des fructifications à des périodes différentes. Si je prends le cas du pommier, typiquement, on a 4000 variétés de pommiers en France, hein, on va dire. Alors, on n'en consomme que 10 en France, mais on a quand même un large nombre
de pommiers différents, et certains qui vont produire au printemps, d'autres en été et d'autres en automne. Donc en fait, on peut avoir une production quasiment de 6 mois, si on regarde ces aspects-là. On a eu des projets, par exemple, avec des tilleuls pour des producteurs de miel. Il avait planté 6 provenances de tilleuls différents pour avoir 4 mois de production de fleurs sur son exploitation, au lieu de 1 mois ou 1 mois et demi avec une seule espèce de tilleul. Donc ces questions-là, il faut aussi les aborder pour essayer en fait d'élargir la production, la période de production. Et on pourrait avoir des systèmes avec les arbres avec un apport de quasiment 9 mois dans l'année, si vous voulez, depuis le printemps jusqu'à l'automne. Sachant aussi que vous avez des fruitiers. Si je prends le cas du fèvier, par exemple, qui va faire je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme arbre. Donc c'est un arbre qu'on utilisait avant pour faire du sucre, avant la canne à sucre, donc, aux États-Unis. Donc ça vient des États-Unis. C'est une gousse qui est très longue, peut-être que j'ai des photos après, qui est très riche en sucre et en protéines. Et les animaux, bon, il faut qu'ils s'habituent à manger au début. Voilà. Donc, quand ils sont pas habitués, ils vont peut-être pas forcément y aller direct, mais après, voilà, une fois qu'ils sont habitués, compris les moutons, les chèvres, c'est encore plus facile. Ça tombe au sol et ça peut rester, ça va pas tomber d'un coup. Ça va tomber vraiment, ça va mettre 2 mois et demi à tomber sur le sol. Et ça peut, supporter les premières gelées sans trop de problème, sans abîmer donc la valeur nutritive donc de la mousse. Et pour les glands ou les châtaigniers, ça peut, voilà, on a aussi une fois que ça tombe au sol, on a encore un petit peu de temps avant de les consommer. Donc, dans ce travail, bien sûr, on se pose la question, voilà, on fait un petit peu un suivi donc de ces productions, de ces valeurs alimentaires. Donc, à l'échelle de la parcelle et de l'exploitation, quelle production on peut attendre, quel rendement. Donc, ça veut dire, bien sûr, le rendement feuilles ou fruits, mais c'est aussi le rendement de la prairie. C'est-à-dire que si on plante une centaine d'arbres sur la prairie pour avoir plus de feuilles possible, ça va faire une compétition pour la prairie, donc une baisse de rendement prairie, une baisse de qualité peut-être à certains moments à voir. Donc, ça, voilà, il faut le prendre en compte. Là, vous avez aussi bois plaquette, c'est un sous-produit, mais qui peut venir en substitut d'une partie de la paille, donc c'est aussi un produit à prendre en compte. Ça fera partie des ateliers là, cet après-midi. Donc, là, je vais vous montrer un petit peu par rapport à cette question-là. Alors, on n'a pas les réponses à tout, hein, mais on a travaillé sur différents types d'aménagements possibles et on a commencé petit à petit à essayer d'évaluer la productivité en fait de ces aménagements. Alors, il y a déjà les qu'on pourrait dire les fourragères. Il y a les haies toutes simples, les haies de clôture où les animaux vont aller venir manger un petit peu les branches qui sont à disposition ou soulever aux pieds pour les arbres un peu plus grands ou les arbres isolés. Et puis après, on peut essayer d'aller imaginer des vraiment une destination de fourrage avec un prélèvement direct par les animaux, voire même une récolte mécanisée de ce fourrage. Donc vous avez ces clôtures, les taillis linéaires, donc qui pourraient s'apparenter en fait à des taillis à courte rotation, ou par même très courte quelquefois. Et puis les troncs dont j'ai parlé au début, donc avec les questionnements aussi sur jusqu'où on peut aller dans l'exploitation des troncs, avec des troncs de base qui seraient peut-être plus pour des prélèvements directs par les animaux, donc avec peut-être moins de temps de travail pour l'éleveur, et puis des troncs hautes là qui demandent d'aller intervenir en hauteur. Et donc à quelle hauteur? C'est ce que je viens de dire. On échange dans le cadre de projets européens avec des partenaires. Alors il y en a deux là, sur quoi on a pas mal travaillé. C'était le centre de recherche en agriculture biologique d'Angleterre, ça s'appelle ORC. Et puis après, il y a un institut Louis Bock aux Pays-Bas qui travaille aussi sur les arbres fourragers. Et ces deux partenaires, eux, ils ont travaillé aussi sur la mécanisation et sur l'enrubannage des feuilles, et l'ensilage des feuilles, surtout de sol. Voilà. Ils ont fait le choix d'une naissance, mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'ils ont fait des suivis de mécanisation et de qualité de fourrage dans ce cas. Dans les clôtures, vous avez les traditionnels, vous avez aussi à l'écran, vous avez les haies pressées, ce qu'on appelle, donc on fait des clôtures vivantes. Les Anglais sont très forts là-dessus, ils ont des championnats dans chaque région et puis des championnats nationaux pour aller faire les haies les plus rapidement et les plus belles possibles.
Donc ça, c'était une photo qui est prise à Pourcé, dans le 49, dans le Maine-et-Loire, si je ne me trompe pas. Il y avait un championnat de français, donc avec différentes régions, chacun sa méthode de pressage. Alors certains c'est oblique comme ça, d'autres ça va être horizontal à plusieurs niveaux, d'autres ça va être comme des croisillons. Donc ça c'est des flements. Et puis après il y avait les Anglais, et puis les Anglais effectivement ils étaient vraiment au-dessus en termes de qualité de finition. Mais c'est des systèmes aussi qui permettent de faire de la production de fourrage et de bois, éventuellement de chauffage. Voilà. Ça, c'est le prélèvement direct. En fait, on n'a pas beaucoup de chiffres. C'est-à-dire quelle quantité ces animaux mangent à l'année, pour 100 mètres de lait, par exemple. C'est un petit peu compliqué. C'est pas des quantités énormes, hein, ça, c'est sûr. Par contre, c'est vrai qu'elles sont importantes parce que souvent, quand les animaux sortent de l'étable, c'est souvent ce qu'elles vont manger en premier, quelquefois avant la prairie, quoi. C'est une question aussi pour des parasitages, de fonctionnement au niveau de la digestion. Donc ça a des valeurs aussi en termes de phytothérapie, quoi, en fait. Hein. Mais voilà, c'est pas forcément simple. Donc ça c'est justement c'est une photo de la site du Louisbock aux Pays-Bas. Donc ça c'est une de sol. Et donc un petit peu intensive, mais avec l'idée de produire. Donc mesurer jusqu'où l'animal mangeait. Vous voyez ça mange quand même jusqu'à quasiment 1 centimètre de diamètre, hein, de rameau. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte. Ça pose la question donc, de l'entretien. Donc ça, c'est des photos de ORF, Centre de recherche en agriculture bio anglais. Vous voyez que les haies sont vraiment déshabillées, hein, dans la partie basse. Ça pose la question de combien de temps je peux les laisser sur la parcelle. Est-ce que je peux les faire pâturer plusieurs fois dans l'année, sans abîmer le végétal, les tiges, la régénération aussi de la haie. Ça pose la question aussi si on se dit on va faire un mélange. Et avant, si je fais un mélange, est-ce que les animaux vont plutôt préférer telle ou telle essence? Et c'est ce qui se passe, effectivement. Hein, si on leur fait qu'une seule essence, ils vont aller seule essence. Si on mélange, il y aura plus une essence qu'une autre. Et du coup, ça peut déséquilibrer aussi le développement de la haie au fur et à mesure. D'autres systèmes de ce type-là, plutôt pour les hautes, donc c'est des passages avec certains avec des lamières. Après, on pourra discuter de la qualité des interventions par rapport au végétal, ou des sécateurs hydrauliques qui font tomber les branches donc directement au sol pour le faire manger. Alors ça pose la question, mais c'est vraiment le savoir-faire au fur et à mesure, c'est-à-dire quelle quantité de branches je dois couper pour éviter qu'après il y ait des stocks de branches qui pourrissent sur le sol, et donc du coup j'optimise pas ma production. C'est une production souvent qui est utilisée après pour faire du bois déchiqueté, donc soit avec une déchiqueteuse à grappin, soit éventuellement ce type de modèle là, donc, directement sur le sol, quand on est sur des rameaux assez fins. Donc c'est une déchiqueteuse de la marque Cerat qui vous voyez, elle déchiquette directement au sol et elle met le bois déchiqueté directement dans la remorque qui est derrière, qui est souvent utilisée en verger ou dans les vignes. Si je passe à un niveau un petit peu plus intensif, donc vous avez les taillis binaires. Donc là, c'est une photo qui vient toujours des Anglais. Eux, ils ont planté deux lignes, donc avec une récolte une année sur deux. Donc une année, ils vont couper une ligne et l'année d'après, la deuxième ligne. Ça peut être tous les 2 ans et 4 ans. Hein. Ça peut aussi s'espacer, ça dépend un petit peu encore du végétal, de sol, la productivité, hein, de l'accroissement. Donc ça peut se couper soit en feuilles pour donner à manger, soit hors feuilles pour faire de la litière ou du bois énergie. Donc ils ont fait les deux. Vous voyez là les repousses à droite, hein, donc de l'année. Donc là c'est suite à une intervention d'hiver. Un petit peu plus intensif, ça c'est en Allemagne, j'ai pu voir ça. Alors, ça c'est des taillis de saule, de piliers et de robiniers. Et puis une photo du Québec à droite, où là ils font de l'embierrage, mais c'est plus pour faire donc avec du déchiquetage également, donc de taillis, et qui va servir après pour les litières des animaux. Alors, c'est des techniques au niveau mécanisation, on pourra en reparler cet après-midi, qui demandent à évoluer, bien entendu. Hein. C'est vrai que la mécanisation a fait pas mal de progrès, donc souvent un frein à ce genre de pratique, c'était la main d'œuvre. Hein. Il fallait
il faut trogner des arbres, on sait très bien que quand il faut prendre l'échelle, la tronçonneuse, etc., ça prend du temps. La mécanisation permet de peut-être d'envisager autrement les choses. Il y a les questions après de transformation, si on fait de l'ensilage ou de l'enrubanage, est-ce que voilà, c'est simple, est-ce que ça, la qualité est au rendez-vous. Les premiers résultats de Lisbonne sont plutôt prometteurs là, pour le sol, hein, avec une qualité souvent supérieure à l'enrubanage classique. Donc, je vais donner quelques chiffres sur la productivité. Par exemple, alors ici, ça c'est en Auvergne-Rhône-Alpes, une haie qui a été exploitée pour faire du bois énergie. Donc, avec quand vous avez un linéaire de haie, donc vous savez pas, pour ceux qui font du bois énergie, vous pouvez couper 200 mètres, 300 mètres dans l'année, et puis vous allez tourner sur 10 ans ou 15 ans pour faire tout le tour du linéaire de l'exploitation. Là, ici, à droite, vous avez le linéaire qui a été coupé et qui a été donné à manger donc aux animaux la première année, et puis après c'est mis en défense. Donc là, ça a été évalué donc en termes de productivité, on était sur un peu plus d'une tonne de matière sèche pour 100 mètres pendant 2 ans. Donc là, ça fait à peu près, si on regarde à la surface équivalente occupée par la haie, et donc qui vient au détriment de la prairie. Hein. Donc là, on est d'accord, là, il n'y a pas de prairie qui pousse au pied. Mais donc sur la surface de la haie, d'après les calculs, ça va de 6 à 10 tonnes de matière sèche par hectare. Donc on est sur des chiffres quand même très voisins d'une prairie, hein, voire peut-être même quelquefois un peu au-dessus. Voilà. Donc ça reste intéressant par rapport à ça. Après, si on passe sur des systèmes plutôt de trônes, et des trônes basses, enfin ici c'est une photo en Bretagne, l'autre plutôt dans le sud, enfin c'est des mûriers en bas, en haut c'est des frênes. Donc vous voyez, elles sont à 1 mètre et elles sont données à manger directement aux bovins. Donc là c'est des trônes qui ont, je sais pas quel âge elles ont, hein, mais elles ont plus de 50 ans. Hein, donc du coup, faire manger des trônes de 50 ans, c'est plus facile que de faire manger des trônes qui ont 3 ans, qui sont beaucoup plus fragiles. Hein, donc, généralement, on va protéger pendant les 5 à 10 premières années. Hein. Ici, vous avez un système de trônes basses, les façons vignes, donc de mûrier. C'est une photo à côté de chez moi, dans le Gard. Donc, des plantations là qui sont à une densité beaucoup plus faible que ce que je vous ai montré avec le lycée du Pradel. On est à peu près à entre 400 et 600 arbres à l'hectare. Il y a une production d'herbe, hein, donc du coup, là, en l'occurrence. Et donc là, il y a une production de fenasses pour les mûriers vers à soie. Et les gens avec qui on fait des suivis sur ces parcelles, alors selon les types de sols, donc là on est sur des sols assez séchants, on sera sur du 3-4 tonnes de matière sèche, et eux ils vont jusqu'à quasiment 12 tonnes de matière sèche sur des sols plus alluvionnaires. Dans la littérature, on voit des chiffres quelquefois qui dépassent les 15 tonnes, hein, entre 15 et 17 tonnes de matière sèche. Alors, nous, dans le projet RAM, on a essayé donc, de faire des suivis un peu plus fins de cette productivité sur des frênes qui sont tout le temps de taille haute, hein, et puis donc du mûrier, et là, les mûriers, on a différentes tailles, donc on a fait des suivis sur des tailles basses, des tailles intermédiaires et des têtards plus hauts. Donc, on a mesuré un petit peu tous les rendements. Donc là, vous avez des mûriers, ce que j'appelle des mûriers hauts, mais ça reste pas non plus, c'est pas comme des frênes, hein, ça plafonne à 3 mètres de hauteur, on va dire, avec des charpentiers. Et donc, des rameaux qui font chaque fois 2-3 mètres de longueur, voire plus, selon la productivité du site. On mesurait la hauteur et le diamètre du tronc de l'arbre. On a mesuré toutes les tiges, les longueurs de tiges, les diamètres de tiges, le nombre de feuilles, le poids des feuilles en frais. Et puis après passage à l'étude, on sait que puis après on les a fait analyser en labo, analyse nutritive. Donc c'est pas mal de boulot. Hein. Quand on fait un arbre entier, ça prend quand même 1 ou 2 heures. Donc on a fait quelques chantiers comme ça depuis 2 ans. Voilà un peu des photos pour illustrer ça. Donc, encore une fois, c'est des frênes, donc c'est en Lozère. Et puis après, les autres cas, c'était en Ardèche. Donc on a fait des arbres têtards, et puis comme je disais, donc des petites trognes, donc entre 50 et 100 cm, et puis des arbres OCP au ras du sol, entre 0 et 30.
On a mesuré le temps de travail, voilà, tous les suivis. On a regardé aussi les modes de valorisation. Hein, donc là ici, soit c'est donné directement à tel, et puis voilà. Donc, c'est tous les 2 jours, tous les 4 jours, l'éleveur donne à manger, donc un complément de feuilles. Soit c'est mis directement dans une remorque pour être amené à l'étable ou à la bergerie. Ou alors en direct. Donc dans les parcelles, là ici vous avez les résultats donc des mûriers bas. Et généralement, on tournait dans tout ce qu'on a mesuré, donc des mûriers qui avaient entre 10 et 15 ans d'âge, hein, donc c'était pas des tout jeunes. On a mesuré entre 1 et 3 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Donc des productions qui sont assez faibles, mais on était dans des situations, donc, là c'était en Ardèche, en productivité, les prairies plafonnent à 5 tonnes. Hein, on n'est pas dans des sites très productifs. Et sachant que sur ces parcelles, il y a aussi une ressource en herbe là, qu'on n'a pas évaluée. La question des trognes, elle est un peu délicate. C'est vrai que on a accompagné un domainier à Lusignan, donc en Poitou-Charentes, qui a imaginé l'exploitation du futur en élevage et qui a donc adapté au changement climatique et tout ça, et qui a donné carte blanche en termes d'aménagement. Et alors, en fait, eux, ils ont travaillé sur 4 axes de recherche. Il y en a un, c'était sur le travail du sol, enfin, le non-travail du sol. Un autre, c'était le mélange des variétés herbacées pour les prairies, les cultures, etc., les céréales. Un autre axe, c'était le mélange des races. Donc, ils ont croisé 4 races laitières ensemble pour avoir des races peut-être moins productives, mais peut-être plus résistantes par rapport aux aléas climatiques. Et puis, donc, à l'agroforesterie, où on a mis en place une dizaine d'aménagements très différents. Parce que, par exemple, des questions qu'on se posait, c'est par rapport aux trognes, c'est est-ce que tous les arbres peuvent être trognés et comment ils vont réagir, à quelle hauteur ça serait l'idéal. Avec cette question aussi derrière, si on fait des trognes vaches comme ici, est-ce qu'on peut les faire pâturer une fois ou plusieurs fois dans l'année, notamment quand on est en pâturage tournant dynamique, ça peut être intéressant de les faire pâturer plusieurs fois. Donc, ça a été planté en 2014, et 5 ans après, on a fait les premiers pétards. C'est vrai que je vous avoue que c'est un peu compliqué quand vous avez fait pousser vos arbres, puis vous dites à l'équipe, maintenant on coupe, on se pose la question, est-ce que ça, on n'est pas en train de faire une connerie, quoi, parce que voilà, on a un peu peur de la reprise. Si vous avez, alors, on a mis en place ce qu'on appelle un trognoscope, donc on a testé une trentaine d'espèces différentes pour l'histoire. Là, vous avez 4 espèces, orme, aulne, frêne et meunier, donc des espèces intéressantes forcément pour le fourrage. Vous voyez qu'elles n'ont pas toutes réagi de la même manière, on a juste coupé. Vous voyez que à gauche, l'aulne là, les branches elles ont redémarré assez bas, donc il a plutôt souffert, il s'est un peu desséché au niveau de la cime, alors que le mûrier, lui, aucun problème, lui il est bien reparti au niveau de la coupe, les frênes également. Donc là, on a fait d'autres petites expés. Là, par exemple, pour l'aulne, on a simplement rajouté, on a pris de la terre, un peu d'eau, on a mis une calotte de terre au niveau de la coupe. Et ceux à qui on a fait ça, ils sont partis plus haut au niveau de la coupe. C'est des techniques que j'avais pu voir au Cameroun. Donc, quand j'ai commencé à travailler en agroforesterie, dans une situation un peu compliquée, très sec, tout à l'heure on en parlait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de revoir un peu des techniques de plantation, d'entretien des arbres, des pays secs et chauds, parce que ça commence à être un peu d'actualité, malheureusement, chez nous. Bon, là c'est les tout premiers rendements, donc après les premières trognes, donc on est même pas 1 kilo de feuilles, un peu plus d'1 kilo par individu en moyenne, de comestibles pour l'animal, quoi. Donc en fait, on est à... Là, c'était les résultats de la 2e année de feuilles, quoi, après la coupe, après les tétages. Donc voilà, ça fait... c'est le premier... Donc en fait, il faut être patient. Hein. Je suis désolé, avec l'agroforesterie, quand on plante et les suivis qu'on fait, malheureusement, c'est pas 2 ans après qu'on a tous les résultats. Bon, là, par contre, on regarde tous les ans, on se réunit avec les différents techniciens pour voir un petit peu l'état sanitaire des végétaux après pâturage. Vous voyez que souvent, la capacité de réaction est quand même assez forte des végétaux. Même un pâturage de printemps, vous voyez que après un pâturage de printemps, le végétal va vite refaire des feuilles pour rattraper le retard.
Et même pour un pâturage d'été, à l'automne, on va avoir de nouveau une production de feuilles. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout le temps, quoi. C'est la réaction simplement qui est intéressante, parce qu'après il ne faut pas appauvrir non plus, hein, en faisant pâturer trop longtemps. Là, on va le faire parce que c'est pour l'expérience, c'est pour voir jusqu'où on peut aller. Et voilà, pour l'instant, c'est assez intéressant. Et si on faisait pâturer régulièrement, c'est quel niveau de prélèvement il faut viser? Est-ce que c'est la totalité? Est-ce que c'est simplement la moitié? Voilà, ça fait. Nous, on serait plutôt voilà, y aller doucement pour laisser aussi un peu les capacités à l'arbre d'aller puiser ses ressources et refaire de la biomasse. Bon, voilà, donc le prélèvement direct par les vaches maintenant. Donc là, on arrive à un stade, encore une fois, hein, on est à 10 ans. Donc ça, c'est des photos qui ont été prises il y a 3 ans. Donc déjà, avec des arbres de 7-8 ans, ils étaient assez robustes pour supporter un pâturage direct. La résistance, elle est liée beaucoup aussi à ce que vous allez faire. Comment vous allez laisser vos animaux sur place. Si vous laissez des animaux sur place pendant 2 semaines sur la même parcelle, forcément, au bout d'un moment, les arbustes, ils vont y passer. Si vous les laissez juste une journée ou 2 journées, et puis après vous tournez, la pression est quand même très, très différente. J'avais le cas, par exemple, en Bourgogne, une belle parcelle intéressante pour nous en termes de suivi. C'était une peupleraie qui a été récoltée. Et plutôt que de récolter la totalité de la parcelle, il a récolté des rangées intermédiaires. Donc en fait, sur 10 rangées, il récoltait les 8 qui étaient au milieu. Il a gardé 2 rangées d'arbres et il a mis en pâture. Donc comme ça, du coup, il avait des peupliers qui étaient là pour l'ombrage et les cépets qui donnaient beaucoup de rameaux et de feuilles. Elles étaient pâturées en direct. Tout à l'heure, je vous ai montré une photo. Je vais vous la remontrer, je crois. C'est des techniques qu'on trouve en Nouvelle-Zélande, en Australie, donc des pâturages de peupliers, qui est très, très intéressant hein, au niveau fourrager également. Malheureusement, il a laissé les vaches en permanence pendant l'été, et du coup, au bout d'un mois, les CP, elles y sont passées, quoi. Et c'est un peu dommage parce que je pense qu'il aurait pu gérer différemment, quoi. Voilà, donc, toute la question, en fait, ça va en fonction du cheptel, c'est la hauteur d'intervention, la hauteur des pétages. Voilà. Alors, quelques exemples. Ici, vous avez, au niveau traditionnel, ça se faisait, hein, vous avez ici des trônes de sol avec une hauteur assez haute, mais qui reste à taille humaine. C'est-à-dire que là, avec une tronçonneuse emmanchée, on peut travailler assez facilement, donc on n'est pas obligé de prendre un escabeau qui n'est pas forcément très souhaitable, ou de monter sur une tracteur ou autre. Donc là, on peut intervenir depuis le sol. Donc là, c'est intéressant. En Italie, ils font beaucoup ça, parce qu'en Italie, les surfaces par exploitation, notamment dans la région du Parmigiano, qui est quand même une appellation très connue, et en fait, souvent, les vaches, elles sont en bâtiment, en fait, hein, elles pâturent très peu. Et donc, les agriculteurs, quand ils ont des petites surfaces, ils essayent d'optimiser au maximum la production de fourrage. Et ce sont des parcelles qui vont faire même pas 1 hectare de moyenne, hein, de prairie, et entourées alors de vignes, production de vin, mais liées avec une vigne comme une pergola, hein, qui est hors d'atteinte de l'animal, et puis des sols qui vont être traités pour faire de la production de fourrage. Voilà, c'est le système néo-zélandais. Donc, pareil, donc des trognes à 1,50 m à peu près très bien à ce type d'exercice. Et donc, si je reprends cette parcelle de sol, là, sur une centaine de mètres, on a peut-être une vingtaine d'arbres en moyenne. Il a été récolté 40 kg de feuilles pour chaque arbre tous les 10 ans. On pourrait réduire, hein, pour les sols, on pourrait réduire, ça pourrait être tous les 5 ans. Tout ça, c'est la durée de la période d'intervention, ça dépend beaucoup. Il faut savoir observer hein, le végétal, s'il est productif, s'il souffre un peu. Enfin voilà, il faut pas faire n'importe quoi. Il n'y a pas de recette par rapport à ça. C'est vraiment le savoir-faire. On est sur une production de pas tout à fait 1 tonne de feuilles tous les 10 ans. Mais ramené à la surface de haies, là, pareil, on est sur environ 1,6 tonnes de matière sèche par an et par hectare de haies. Donc, qui reste, là, pour le coup, par rapport à ce que je montrais tout à l'heure, la haie au sol, là, on est... bon, là, il y a un orage quand même qui est assez fort, mais il y a quand même une petite productivité intéressante au niveau air.
les systèmes traditionnels, on a, notamment dans la région, on est généralement autour de l'équivalent d'une tonne de matière sèche. Encore une fois, ramené au linéaire. Donc, on a des arbres isolés, c'est compliqué de ramener ça à un linéaire, mais voilà, c'est un peu théorique. Il y a des parcelles où vraiment on a, pas très loin d'ici, on a vraiment une parcelle entourée d'alignements de frênes, mais plantées de manière très régulière. Là, pour le coup, on est sur des chiffres qui peuvent être autour de 2 tonnes de matière sèche, quoi. Sur ces mûriers que je vous ai montrés, là, on est sur 2 à 3 tonnes de matière sèche par an et par hectare. La différence avec l'autre cas, c'est que là, on peut intervenir tous les ans. Donc, tous les ans, on a une ressource disponible. On n'est pas obligé d'attendre 10 ans. Donc, c'est le gros avantage du mûrier, qui est vraiment très, très plastique par rapport à ça. Bien sûr, il y a la production de fruits qu'il faudrait rajouter. Ici, vous avez, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était les valeurs alimentaires. Là, c'est la productivité, les rendements en kilos par an. Donc voilà, donc ça c'est ce que peut produire un arbre. Alors vous avez, c'est très variable en fait. Donc c'est très difficile de donner un chiffre. Voilà, vous mettez du caroutier, vous allez avoir ça. Du cognacier, vous allez avoir ça de productivité. Ça dépend vraiment du type de sol, du choix du porte-greffe, de votre savoir-faire. Voilà, s'il n'y a pas eu d'erreur dans la conception du projet, mais là, dans un projet, je sais plus si je vais le mettre, mais qu'on accompagne au niveau des ports, par exemple l'aménagement des parcours extérieurs, en plantant, par exemple, on a un projet qu'on a mis sur 3,7 hectares, on a planté 900 arbres et arbustes fourragers, et aussi brise-vent, enfin il n'y avait pas que du fourrager, mais on vise quasiment une production de 30%, à hauteur de 30% des besoins en protéines, et pareil en énergie, par rapport aux 70 ports là, qui sont sur cette parcelle. Donc c'est juste pour vous donner un peu de grandeur. Ça c'est une photo pas très loin d'ici. Je me rappelle plus la commune, je l'ai pas mis, mais je l'ai trouvé sur le site de l'Aveyron. Donc comment ça s'appelle? Tu sais comment dans ces techniques on ramassait les rabais de frais qu'on donnait. C'est un nom particulier en Aveyron. Non, il y a personne qui connaît. Comment? Les fagots. Ouais, les fagots, c'est ça, oui. Mais je crois que moi j'ai mis un autre nom, mais bon, ouais. Peut-être ça va, je sais plus si je me mets là, avec une distribution, donc très manuelle, hein, donc ça, effectivement, l'idée c'est de faire un peu autrement. Donc si je prends maintenant un projet, par exemple, sur lequel on a travaillé, un cas type, 25 hectares de prairies, dans lequel on a fait de l'agroforesterie intraparcellaire avec 50 arbres, 50 mûriers par hectare, donc disséminés, et puis une haie fourragère, donc associée à ces 25 hectares de 800 mètres. Donc, c'est pas énorme, hein, 800 mètres par rapport à 25 hectares, on aurait pu imaginer faire plus. Et vous voyez, donc la production de matière sèche sur les 25 hectares total, la ligne orange, c'est avant projet, et après, en couleur, c'est après projet. Donc en violet, c'est la production de la prairie, qui a tendance un peu à diminuer avec le temps à cause de la compétition avec les arbres. Et puis en vert, vous avez la production de feuilles des arbres à l'intérieur des parcelles et la production des feuilles autour de la haie qu'on va recéter. Ça, c'est depuis qu'on travaille là-dessus, dans plein de cas de figure, généralement on a une productivité qui est supérieure en fait. Hein. Quand vous mettez des arbres dans les prairies, on a souvent une production plus élevée. Après, c'est la question de la main-d'œuvre et voilà, quand on calcule au niveau de la marge. Alors justement, là, je fais peut-être juste un petit aperçu par rapport à l'impact sur la prairie, on va en parler, ou éventuellement des céréales, hein, si certainement que vous avez des céréales pour le fourrage, pour l'alimentation, hein, donc les animaux. Il y a deux types d'aménagement, on va dire, de grands groupes. Il y a les haies, sur lesquels on va travailler parce qu'il y a un effet microclimatique, un effet brise-vent. Donc là, on voit sur la photo, c'est une photo d'Aveyron, donc vous savez très bien que selon l'orientation, on a un microclimat au sud ou au nord de la haie qui est différent, et donc ça peut impacter la qualité du sol, le rendement de la prairie, le démarrage de la prairie, le dessèchement, etc. Après, vous avez l'intraparcellaire, ça on va le voir.
Ce qui est important de voir, c'est effectivement, il y a un impact forcément sur la température au sol. Dès qu'on met des arbres, il y a de l'ombre. Là, ça, c'est des chiffres plus pour de l'intraparcellaire, mais qu'on pourrait trouver au pied de la haie également. C'est une parcelle construite, en fait, dans la plupart des projets, y compris hors élevage, céréales, plantes aromatiques, vignes, on met des capteurs de température, d'humidité, des anémomètres pour calculer la quantité du vent, pour voir un peu au niveau microclimat ce que ça donne. Là, c'est une parcelle, donc là, vous avez des données de 7 heures du soir jusqu'à minuit, voilà, milieu de la nuit, minuit 30, avec comparaison, ce qu'on appelle sol, c'est en pleine lumière, sans arbres, et AF, c'est un gros foresterie. Donc, vous voyez, à 19 heures, vous avez une différence de température, il fait plus frais, il y a 4-5 degrés de moins. Si je vous avais montré les résultats à midi, forcément, ça peut aller jusqu'à 7-8 degrés en plein midi, surtout quand il fait assez chaud. Et au coucher du soleil, ça s'inverse. C'est-à-dire qu'il y a moins de déperdition de chaleur quand il y a les arbres. Donc du coup, il fait un peu plus chaud dans la parcelle. Sans arbres, là, la température, les sols se refroidissent plus vite, surtout s'ils sont labourés, etc. Par contre, ça fait pas une différence de température. Là, pour le coup, on parle de 1,5 degré ou 2 degrés. Mais on fait le cumul de degrés pour les céréales ou pour calculer le stade, vous savez, de phénologie. Le cumul de température, ça joue aussi, quoi. Donc ça, c'est un projet qui a été fait au niveau national qui s'appelait RSP et on est en train de continuer qui s'appelle Arboréole, où on essaye de bien calculer l'effet brisement et l'effet microclimatique de l'air et aussi l'effet compétition. C'est-à-dire que en négatif, vous avez la compétition de la haie au pied de la haie, c'est souvent ce qu'on voit. Vous avez un maïs au pied de votre haie. Ce qu'on va souvent voir, c'est qu'il y a une baisse de rendement, quoi, et peut-être à quasiment une fois la hauteur prenez si votre haie, elle fait 15 mètres, sur 15 mètres, quasiment, vous allez avoir une baisse de rendement. En moyenne, si le sol est superficiel, ça peut être un peu plus, s'il est plus profond, ça peut être un peu moins. Ça, voilà, ça dépend beaucoup, ça dépend de l'orientation aussi. Et puis après, il y a l'effet brisement. L'effet brisement, pour nous, il est vraiment important. Et il a été assez connu depuis les années 80, etc., mais aussi même sur le terrain. Hein. Et là, aujourd'hui, avec l'imagerie aérienne, c'est vrai que ça nous permet d'être beaucoup plus fin, quoi. Là, sur le tracteur, vous avez des capteurs qui sont intégrés là dans la rampe, mais vous avez tout ce qui est drone ou photosatellite également, qui nous permettent d'aller vraiment en précision depuis le centimètre carré près, en fait. Hein. On peut voir les teneurs en azote de votre feuille de blé ou de votre graminé pour la prairie. Son stade de développement, s'il y a un problème de maladie ou autre. Donc c'est vrai que moi quand j'ai commencé à bosser là-dessus, on faisait une parcelle et en faire qu'une dans l'année, hein, parce qu'il fallait faire des suivis de rendement, etc. C'était compliqué. Là, avec les images, ne serait-ce que satellite, hein, on travaille avec satellite 2, et je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui ont l'habitude, ou alors qui travaillent peut-être avec des gens qui font des moissons et qui sortent des cartes de rendement. Donc c'est les mêmes principes. Et donc ça nous permet vraiment peut-être de mesurer cet effet microclimatique. On a cherché des grandes parcelles avec haie et sans haie, mais sur la même parcelle, c'est-à-dire des morceaux de haie sur une partie et sans haie pour pouvoir comparer simplement avec cet effet brisement. On a fait ça dans la vallée du Rhône, donc pas mal vanté, quoi, nord-sud, et aussi dans les pays de la Loire. On a regardé ce qui se faisait aussi ailleurs. Et les Japonais travaillent beaucoup là-dessus. Ils ont des résultats vraiment intéressants. En fait, l'objectif, c'est quoi? Ça serait par rapport à une situation donnée où on connaît un peu la force du vent, à quelle période ça intervient, créer la taille idéale d'une parcelle bien protégée par une haie. Est-ce que c'est 4 hectares? Est-ce que c'est 10 hectares? Est-ce que c'est 150 hectares? Mais quand on est en Île-de-France, voilà, c'est des questions, quoi. Il y a des parcelles de 400 hectares d'un seul tenant, et c'est vrai qu'elles se posaient des questions. En haut à gauche, là, c'est une vue aérienne d'un projet aux États-Unis, une parcelle céréalière exclusivement, et c'est un projet similaire, en fait, ils font ça maintenant depuis 15 ans, pardon, avec 10 agriculteurs. Et en fait, en gros, comment on peut dire ça? Voilà. Ici, vous avez une haie. En rouge, en fait, c'est
Après, tout carré, c'est une parcelle qui fait presque 500 mètres de large sur 1 kilomètre de long, grosse parcelle. Ce qui est intéressant, c'est que en rouge, donc c'est la partie de la céréale où vous avez des rendements qui sont inférieurs au rendement témoin sans lait. Et jaune et vert clair, c'est rendement similaire. Et vert sombre, c'est des rendements supérieurs. Donc là, on a un effet brisement qui est intéressant. Et puis après, on tombe sur une zone sans effet en fait de ce brisement. Ça, c'est des chiffres qu'on avait aussi à l'époque. C'était un chercheur qui s'appelait Guyot à l'INRAE, donc dans les années 80, qui avait fait ce type de schéma en fait. C'est-à-dire que vous avez une haie, et souvent vous avez un effet dépressif, et puis après un effet plutôt positif et qui diminue au fur et à mesure de la distance. Et ça dépend de la hauteur de la haie, ça dépend de la largeur, de sa porosité. Il faut que ça soit une haie homogène, parce que si vous avez des trous dedans, vous pouvez avoir des canaux d'air et qui peuvent avoir des effets aussi de baisse de rendement sur peut-être 40 mètres ou 50 mètres. On a du mal à imaginer ça, mais justement avec les images aériennes maintenant, on le voit. Nous, on a fait ce travail, donc je vous ai dit, dans ces deux régions, on a utilisé les images aériennes, mais on a fait des suivis sur le terrain pour repérer tout ça. Et donc, en fait, voilà, donc après dans ce travail, on a regardé en fonction du type de haie qu'on avait, voilà, donc des haies un peu assez homogènes, souvent qu'on utilise, qui sont pour faire du bois énergie, donc il y a un label notamment qui est développé par la FIMP, là, donc l'association dont j'ai parlé tout à l'heure en introduction, pour des bonnes pratiques, donc bien recépées, bien travaillées, donc avec des haies bien touchées. Et plutôt bon, on va gérer simplement l'emprise, donc tous les ans on va passer avec un lamier, mais c'est pas une haie qui produit du bois énergie, c'est plus une contrainte et un coût. Alors qu'ici, on va recéper tous les 10 ans ou tous les 15 ans et après on laisse pousser, quoi. Et puis après, vous avez des haies ici un peu dégradées, soit sur pâturage, soit ce type de haie, mais petit à petit, en fait, qui va avec des végétaux qui sont stressés chaque année et qui peuvent se dégrader, mourir au fur et à mesure. On a travaillé surtout sur les deux premières en haut, c'était plus facile. Mais donc on a fait un petit modèle pour essayer de calculer, répondre à cette question. Alors quelle est la taille idéale d'une haie? Dans notre cas de figure, par exemple pour dans la Drôme, dans la vallée du Rhône, on était là où on voudrait avoir les meilleurs rendements global à la parcelle, c'est-à-dire en tenant compte de la perte de rendement à cause de l'emprise de la haie, de la perte de rendement à cause de la compétition, mais aussi de l'effet protecteur. Donc là, c'est plutôt donc en positif. Et vous voyez que si la parcelle elle est trop petite, on a plus d'effets de compétition et d'emprise que de bienfaits, parce qu'en fait, quand on parle d'effet brisement, c'est donc on parle d'un effet positif sur 12 à 20 fois la hauteur de la haie. Donc ça va jusqu'à quasiment 200-250 mètres en fait. Donc si vous avez une haie qui fait par exemple 4 hectares avec 200 sur 200, votre effet positif, vous le coupez, quoi. Vous l'optimisez pas, d'accord? Et donc du coup, l'effet global est peut-être moins intéressant. Et l'idéal, là, dans notre cas de figure, c'était entre 9 et 25 hectares. Bon, ça reste que sur un aspect de la production, bien entendu. Après, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. La qualité de l'eau, si je produis du bois, du fourrage, de la litière ou du bois énergie, après, là je parle que de rendement, mais si j'intègre les produits, ça sera peut-être plus intéressant de faire de la haie sur 4 hectares que sur du 25 hectares. C'est ce qu'on a aussi calculé d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est à relativiser. Mais voilà, petit à petit, on va peut-être affiner ce travail-là. Alors, si maintenant je reviens à plutôt l'intraparcellaire, alors peut-être un résultat que j'ai pas cité, c'est que sur cette surface à l'abri du vent, on a aussi des taux de protéines plus élevés. Alors certainement ça s'explique parce que c'est un peu difficile à expliquer. Une meilleure mobilisation de l'azote, moins de stress en fait. Le stress lié au vent, au dessèchement,
il joue sur la synthèse des protéines. On a le même cas de figure, en fait, pour l'intraparcellaire. Souvent, quand on regarde la stagnation des rendements aujourd'hui ou la baisse des rendements qu'on a en céréales, les deux premiers facteurs qui rentrent en ligne de compte, c'est les problèmes d'échauffage, de stress hydrique au moment du remplissage du grain, au moment du nombre de grains qu'on va faire. Par contre, les facteurs qui sont intéressants, c'est qu'on a donc moins de stress hydrique, donc des durées de vie des feuilles de blé plus longues ou de votre prairie qui vont être plus longues. Et tout ça, ça joue plutôt en faveur d'une meilleure synthèse de protéines. Donc c'est bien pour le blé, c'est bien pour la planification, pour la valeur fourragère. C'est moins bien pour ceux qui font de l'orge brassicole. Je sais pas s'il y en a qui font de la bière ici. Mais on va travailler sur ces questions-là d'ailleurs pour faire de l'orge à faible teneur en protéines en agroforesterie. On va essayer. Et ça, c'est des chiffres qu'on a dans plein de parcelles et ailleurs dans le monde, en Chine, aux États-Unis ou autres. On a des taux de protéines souvent qui sont quasiment 20% plus élevés. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, entre 15 et 20% plus élevés au niveau des grammes de blé. Alors, là, ici, sur ce projet, on a regardé, c'était les vieilles parcelles dont j'ai cité tout à l'heure, on a regardé des parcelles à forte densité d'arbres. Donc là, sur la photo, vous avez 400 arbres à l'hectare. On en avait à 200, à 100, à 50, comme ici. Et puis des prairies sans rien. Et donc, on a fait des suivis prairies tout au long de l'année, 3 années dessus. Donc là, par exemple, dans ce cas de figure, donc ça a changé. On a fait ça dans le Pas-de-Calais, dans le Massif central et en zone méditerranéenne. Donc ici, on est dans le Massif central. Une parcelle 150, une parcelle 60 et une parcelle sans arbres. D'ailleurs, soit dit en passant, vous voyez qu'avec 60 arbres, on a quelquefois des concentrations d'animaux sous les arbres. On reviendra là-dessus parce que c'est intéressant parce qu'il y a de l'ombre, mais c'est pas forcément intéressant d'un point de vue sanitaire. Si on regarde la production de la prairie, entre les 3 cas, vous voyez que quand on a beaucoup d'arbres, 150 arbres, c'est quasiment une densité forestière, une fois que les arbres sont adultes. Là, les arbres avaient 30 ans, donc on est vraiment dans des conditions de compétition fortes. Et effectivement, au printemps, on a une perte de plus de la moitié en fait, du rendement de la prairie. Avec 60 arbres, vous voyez qu'on est très proche, en fait, on est quasiment au même niveau que la prairie sans arbres. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est quand on arrive en été, vous voyez qu'on a un démarrage d'été plus intéressant en forte densité. Donc un décalage dans la mise en production de votre prairie, donc là où on va avoir une stagnation dans des prairies plus liées à l'évolution de la prairie, là on a un rattrapage un petit peu, donc voilà, on n'atteint pas le même niveau, mais quand même c'est quand même assez intéressant pour être souligné, quoi. Et dans la plupart des parcelles qu'on a suivies, en fait, là, on est à 60, mais quand on était, la limite, c'était souvent une centaine d'arbres. C'est en dessous de 100 arbres, on était souvent très proche du rendement témoin. Et au-delà, c'est là où on commençait à avoir de la compétition. Si je regarde les stades végétatifs, donc depuis le stade végétatif, la montaison et les piaisons de votre prairie, là, ce qui est intéressant, c'est que de nouveau, entre 60 arbres et prairie pure, on a des stades qui se succèdent de manière quasi identique, un tout petit décalage d'une semaine, 10 jours. Par contre, dans le peuplement plus dense, vous avez une prairie qui va rester en stade végétatif très longtemps et qui va commencer à monter qu'en été. En gros, on va avoir une qualité printemps, un moment en fait d'été. Donc, on a moins de production, mais on a une qualité peut-être différente. C'est ce qu'on va regarder là. C'est que si on analyse maintenant les teneurs en matière azotée, on a une baisse au fur et à mesure de l'année, donc normal. Dans le témoin, en fait, c'est lui qui va baisser le plus rapidement parce qu'il n'y a pas de protection climatique. Et donc, selon le climat de l'année, voilà, fin mai ou début juin, on va tomber sous les 10% de matière azotée totale. Avec 60 arbres, c'est légèrement décalé. C'est un peu tamponné quand même. Donc, on a quand même une meilleure qualité de prairie. Donc, on avait un rendement légèrement inférieur, mais une qualité supérieure. Et puis surtout, le fameux 150 arbres, vous voyez qu'on est sur une qualité de protéines quand même jusqu'à l'automne qui reste intéressante. Voilà, donc ça, c'est par exemple pour des brebis allaitantes, ça c'est comme on travaillait avec Clermont-Ferrand, donc avec son exploitation expérimentale ovine,
Donc on était beaucoup là sur les ovins allaitants, mais bon, on est sur des résultats similaires peut-être pour les autres ruminants, quoi. Après, l'autre expérimentation qu'on a suivie, c'est que là, on avait pris des arbres, par exemple, là, c'est une parcelle avec 100 frênes à l'hectare, et bien sûr, cette parcelle-là, qui n'avait jamais été tétée, on a tété la moitié des frênes, et l'autre moitié, on les a laissés pousser telles quelles. Et vous voyez que, effectivement, avec 100 frênes à l'hectare, c'est ce que vous avez ici, ce qu'on appelle les logés. On avait 2 fois, peut-être voire 2 fois et demi de production en moins, à cause de la compétition pour la lumière. Et quand on a étêté ces frênes, on a récupéré la totalité du rendement. C'est-à-dire on a fait venir de la lumière, clairement, donc au sol, et qui a reboosté en fait la production de la prairie. Par contre, l'année qui a suivi, et ça on l'observe forcément de manière classique, on a les branches qui se développent et voilà, qui reprennent de l'espace, et donc on était entre les deux, à mi-chemin. Et si je vous montre les résultats de la 3e année après l'étêtage, on retombe sur l'arbre de hocher. Et on repart dans un autre cycle, on réétête pour relancer en fait la lumière. Ici, ça c'est les photos hémisphériques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une photo qu'on prend en regardant le ciel avec un objectif d'hémisphère et qui permet, c'est ce que voit un Saint-Foin quand il regarde le ciel. Dans la parcelle OG, on n'a que 25% de lumière qui lui arrive dessus. Quand on étête, on récupère, vous voyez, quasiment 50% de lumière et 40% de lumière. Et dans le témoin, on était quasiment à 100%. Mais c'est rare d'être à 100% parce qu'il y a toujours des arbres de bordure qui viennent prendre un peu de lumière. Alors, si je prends maintenant l'angle animal, vous avez on parle beaucoup de bien-être pour les animaux, de stress thermique, etc. Effectivement, c'est une réalité. Donc, on va voir un petit peu. Donc, on sait très bien que quand la température dépasse les 20 degrés, les animaux vont se mettre à l'ombre des haies pour véler également. Souvent, les vaches vont se mettre à l'abri parce que c'est un peu plus protecteur. Donc, des haies, c'est assez systématique pour toutes les races, quasiment. Là ici, voilà, on dit qu'ils recherchent non. Ça c'était un projet, donc c'était en Ariège. Dès la première année de plantation sur cette parcelle-là, même on avait mis des protections, ce qu'on appelle des cubex, donc des tuyaux. À l'ombre de chaque tuyau, il y avait un mouton qui tournait avec l'ombre de chaque tuyau, et puis ils ont gardé. Tout à l'heure, je vous disais au niveau sanitaire, c'est vrai que ça fait partie des points de vigilance. C'est-à-dire, si vous avez que 3 arbres, par exemple, sur votre prairie, les animaux vont se mettre dessus. Donc déjà, il va y avoir du piétinement, donc pour l'arbre, il y a un risque d'asphyxie racinaire, etc. Et puis, s'il y a une maladie sur un des vaches, moutons, etc., la transmission aussi est beaucoup plus importante. Donc la question du nombre d'arbres, elle se pose. On n'a pas de réponse toute faite. C'est vrai qu'il faut imaginer peut-être des plantations assez disséminées pour favoriser le déplacement des animaux. Mais c'est aussi lié à la topographie de la parcelle, les points d'eau, les points d'alimentation. Il faut amener les animaux à se déplacer pour en fait. Mais bon, voilà, donc ça fait partie des choses. Et donc quand on parle de stress thermique, peut-être maintenant, enfin je sais pas, j'imagine que ça vous est familier maintenant cette notion-là. C'est un calcul entre température et humidité pour voir le moment où l'animal va commencer à souffrir et à être moins performant au niveau de la production de lait, mais aussi au niveau sanitaire, au niveau santé, pour les différents facteurs qu'on va voir après. Là, par exemple, vous avez une application qui s'appelle Climadiag, qui a été faite par une association qui s'appelle Solagro en collaboration avec Météo France. Et là, j'ai sorti les chiffres donc pour l'Aveyron. Donc c'est le nombre de jours où la température est supérieure à 25 degrés. Ça nous permet de faire des simulations jusqu'en 2050. Ce qui est intéressant avec Climadiag, c'est que c'est décliné par production. C'est-à-dire que si vous avez une production de blé, vous mettez votre production de blé, il va vous calculer le nombre de jours probables de stress hydrique, d'échaudage pour les blés, les risques de jours d'humidité pour les semis,
donc des critères chaque fois spécifiques à chaque production. Et pour les bovins, donc là j'ai pris pour les bovins, eh bien ça nous calcule le nombre de jours de stress thermique avec les stress légers, sévères et très sévères. Très sévère, ça peut occasionner la mort de l'animal, hein, donc ce qu'on ne souhaite pas. Bon, à partir de 2030-2050, il y a des années où ça va arriver, c'est des chiffres moyens, donc après, il y a des années comme cette année où il n'y a pas eu beaucoup de stress, hein, c'est plutôt plus vieux comme été, mais ça veut dire que peut-être l'année qui vient, on aura des nombres de jours plus importants. Là, c'est en nombre de jours. Hein. La catégorie stress léger, finalement, c'est assez surprenant, ça reste assez stable. Par contre, bon, modéré et sévère, c'est vrai qu'on va avoir 10-15 jours de plus au fur et à mesure. Encore une fois, c'est en moyenne. C'est-à-dire une année où il n'y a pas d'augmentation, ça veut dire que les mauvaises années, on pourrait avoir 30 jours de suite en stress modéré, voire en stress sévère. Quoi. Là, nous, je vous disais, on met des capteurs de température et d'humidité dans nos parcelles, donc ça nous permet de calculer aussi ce fameux indicateur, ce qu'on appelle le THI. Donc vous avez des formules différentes pour chaque catégorie d'animaux. Hein. C'est différent pour la volaille, le porc, et puis même les catégories entre les veaux et les vaches, les tantes ou les tiers ou les bovins mâles. Quoi. Là, en fait, ce qu'on note dans toutes nos parcelles, c'est que généralement, avec l'ombre qu'on a au sol et l'impact que je vous ai dit là sur les températures qu'on revoit ici là sur 2 années, c'est qu'en agroforesterie, on passe d'une catégorie à une autre de stress. Et ça permet vraiment de passer à un niveau important. On va le voir l'impact que ça peut avoir sur la production. C'est pas systématique. Là, ça fait 2 ans maintenant qu'on fait des suivis, par exemple, avec l'Institut des volailles dans la Drôme, sur des parcs à volailles, des petites parcelles de 2 hectares, avec entourées de haies très, très denses et des arbres à l'intérieur. A priori, comme ça, on se disait, voilà, ça c'est l'idéal, c'est le maximum d'ombre, etc. Sauf que dans ce genre de dispositif, il n'y a pas beaucoup de circulation d'air, parce que c'est vraiment au bouché, et en fait, l'air la dynamique de l'air rafraîchit, et donc c'est aussi important. Donc on a même eu, donc, nous, des cas où on avait des surchauffes dans ces parcs à volailles. Alors c'est un peu particulier. Une parcelle de 10 hectares entourée d'une haie touffue, il n'y aura pas véritablement de stress, de surchauffe. Mais c'est quand même à prendre en compte en fonction de là où se trouve la parcelle. Si elle est en cuvette, par exemple, peut-être moins il faut voir l'orientation du vent, la force du vent. Il faut quand même le prendre en compte. Et éventuellement, ça vous amène à revoir peut-être la gestion de la haie, avec une haie peut-être un peu moins dense, peut-être régulièrement entretenue pour avoir un peu de circulation d'air sur la parcelle. Nous, on l'a typiquement en parcelle de vigne, par exemple. La circulation de l'air et l'impact sur la température. On a des zones dans les parcelles où on peut avoir des gelées noires ou blanches, selon la protection qu'on va avoir grâce aux haies. Et un effet protecteur qu'on peut avoir, tout à l'heure je disais, on peut avoir un effet protecteur brisant sur 10-20 fois la hauteur de la haie. Quelquefois, à cause de cette circulation du vent, cet effet protecteur, il peut être annihilé, et non pas neutre, mais peut-être négatif, au-delà de cette surface-là, et avoir des problèmes de gelée, par exemple dans cette zone-là. Donc voilà, ça c'est un petit peu délicat, mais c'est peut-être moins grave en prairie, mais ça fait partie aussi des cas à prendre en compte. Alors si on parle de stress thermique, voilà un peu les conséquences en fait des stress thermiques. Hein. Il y a des problèmes donc, de digestion, des problèmes d'acidose qu'on peut avoir au niveau du rumen, des problèmes de sueur, parce que c'est des animaux, pour les bovins qui ont du mal à transpirer, hein, voilà, donc on va avoir des pertes d'éléments minéraux, sodium, potassium, bicarbonate. Donc, du fait de ce problème de transpiration des animaux qui vont respirer plus vite, hein, vous l'avez certainement vu, donc avec une respiration saccadée, plus rythmée, et donc du coup une respiration qui augmente en nombre de respirations par minute, une incidence sur la qualité du sang et le niveau de bicarbonate sanguin. Les animaux, pareil, vont essayer de se rafraîchir, qui vont rester plus longtemps debout plutôt qu'assis ou couchés, et donc avec des problèmes de boiterie, de fourbure, qui vont être plus importants, des problèmes donc, au niveau
sabots, des problèmes de production de lait, donc une baisse de productivité, on va le voir maintenant, avec des risques de mammites également. Et puis surtout des problèmes vous l'avez certainement vu, c'est que si on a 30 jours de sécheresse, la fertilité des vaches, elle diminue fortement. C'est quasiment très difficile de fertiliser donc des vaches quand il fait entre 35 et 40 degrés, quoi. Et de la même manière, dans l'immunité qui peut être transmise entre la mère et son enfant, le petit, que ce soit pour les moutons ou les vaches, eh bien, il peut y avoir une rupture très forte et une mortalité des jeunes beaucoup plus élevée, quoi. Voilà. Puis après, le problème urinaire également, de rein. D'ailleurs, d'où l'importance aussi d'avoir une alimentation un peu arbustive à ce moment-là, parce que justement, ça peut jouer sur ces problèmes-là. Alors ça, c'est un tableau qui récapitule un petit peu que vous pouvez avoir par catégorie d'animaux, hein, avec l'humidité relative à gauche, et puis en bas, vous avez la température. Alors c'est les tableaux classiques qui se faisaient. D'ailleurs, au passage, vous remarquez qu'on allait que jusqu'à 44 degrés, peut-être qu'il faudra aller à 46 bientôt ou 48 pour prendre en compte les différents cas de figure. Mais en gros, bon, ici, on est dans absence de stress. Ici, dans la pointe ici, c'est risque de mortalité, hein, très forte, y compris pour des bovins. Hein. Si je vous avais montré, par exemple, pour les volailles, par exemple, elles souffrent du froid. Donc ici, on aurait eu une zone plus orangée, voire rouge. Donc il y a les bovins sont moins gênés par des températures de 20 degrés, quoi. Donc si je regarde simplement, quand on passe de cette zone-là à la zone, hein, juste là, quand je parle de cette zone, hein, c'est juste la périphérie. Hein. On parle de la périphérie. Bon, quand on passe donc de stress climatique léger à léger, on perd quasiment un demi-litre par vache. Là, c'est des résultats pour des Holstein, hein, donc des pinoirs. Donc, c'est peut-être, on peut en discuter après. Si on passe maintenant en situation de stress climatique modéré, là, on est sur un litre de lait par jour et par vache. Et si on passe en stress climatique sévère, donc je parle même pas de très sévère, hein, donc par rapport à la vingtaine de jours qu'on avait, là, on est sur moins 4 litres. Donc, pour un troupeau, là, c'est le fichage. Mais bon, ça fait, pour un troupeau d'une 40-50 vaches, ça peut représenter 1300, 1400 litres juste sur un mois de période de stress, quoi. Ils ont fait une raie de pignon, peut-être travailler, c'est questions génétiques. Pareil pour la prairie, pareil pour le blé, hein, le blé qui pourrait souffrir d'échaudage. Là, on est en train de mettre au point des nouvelles variétés qui seraient peut-être plus adaptées aux fortes chaleurs. Donc, peut-être que là, ça, il faut le nuancer. Je suis peut-être un petit peu trop négatif en présentant ça. C'est les résultats, avec ce qu'on a aujourd'hui au niveau génétique, on va dire. Bon, toujours dans l'histoire de comportement, un aspect négatif que nous, on a pu voir dans les suivis qu'on a fait, notamment des ovins. On a regardé le stress les mouvements de stress des animaux liés aux insectes. Donc, le battement de queue, de tête, des signes de nervosité. Donc, on faisait ça plusieurs jours dans l'année, pendant des périodes définies, on marquait les animaux, etc. On a fait ça sur plusieurs parcelles. Et vous voyez que là, on a chaque fois comparé une situation arborée et prairie pure. Vous voyez qu'en fait, dans la plupart des cas, dans les 2/3 des cas, on avait en situation arborée, on avait plus d'insectes, plus de temps, plus de mouches, qui pouvaient amener du stress supplémentaire à l'animal. C'était pas systématique, puisqu'on a eu d'autres parcelles où c'était plutôt l'inverse. Après, ça dépend beaucoup s'il y a une rivière à proximité, mais voilà, ça fait partie. On a plus d'ombre, on a un peu plus d'humidité, donc c'est peut-être le mauvais côté des systèmes agroforestiers dans ce cas-là. Bon, j'arrive à la fin. Voilà, c'est une dizaine de diapos. Je vais juste montrer quelques idées d'aménagement sur lesquels on travaille avec les éleveurs qui nous contactent, avec qui on bosse.
Et de toute façon, après, on va en reparler. Tout à l'heure, il y a Sophie qui va présenter un petit peu l'accompagnement et les projets qu'ils font dans l'Aveyron. Et cet après-midi, dans les ateliers, on pourra rediscuter peut-être plus en détail, faire des aménagements. Donc là, je vous montre un exemple. On est souvent sollicité par les éleveurs qui sont en pâturage tournant dynamique. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui le sont, vous savez que là, par exemple, ici, on a 3 grandes parcelles, là, qui peuvent faire, par exemple, 50 hectares, je ne m'en rappelle plus là, dans ce cas-là. Mais quand on a des grandes parcelles qui font une vingtaine d'hectares, 30 hectares là, seule tenante, quand on les redivise en pâturage tournant dynamique, comme ici, forcément, quand on va tourner tous les jours ou tous les 2 jours, en été, on aura des zones sans aucune protection. Alors qu'avant, on avait ici une haie, le long, quelques arbres, ici aussi. Donc il y avait toujours la possibilité pour les animaux d'aller chercher un peu d'ombrage. Là, en pâturage tournant dynamique, effectivement, c'est une question qui se pose. Voilà, les journées d'été où il va faire 30, 35 ou plus, d'avoir des animaux en pleine lumière. Donc, voilà, donc on est souvent sollicité par rapport à ce genre de projet. Et l'idée, c'est de voir comment on peut planter des arbres adaptés en fait à ce genre de gestion, quoi. Alors, bon, déjà la première chose, c'est que souvent, quand les gens se lancent là-dedans, on attend peut-être 1 ou 2 ans, peut-être plus le temps de stabiliser, parce que on ne sait pas encore exactement comment on va gérer les troupeaux, les déplacements, l'apport de l'eau, etc. Parce qu'une fois qu'on a planté, voilà, c'est un peu définitif, quoi. On peut toujours arracher, mais c'est quand même pas l'objectif. Donc là, on a beaucoup. On a pas mal échangé, notamment aussi avec Pâture-Sens, peut-être pour ceux qui sont un peu pionniers là-dedans, qui vendent du fil électrique, donc ça va m'intéresser. Mais donc du coup, voilà, nous, dans les aménagements qu'on propose, c'est donc d'entourer les paddocks de haies pour avoir des haies fourragères, donc qui peuvent venir complémenter en prélèvement direct. Donc là, pour le coup, parce que les animaux peuvent, comme ils sont pas là tout le temps et de manière très rapide, ils vont peut-être pas forcément prélever la totalité de la parcelle des arbres et arbustes. Et après, tout est protégé au fil électrique, donc du coup, selon la distance du fil, l'animal ne peut pas tout prélever sur l'arbre. Le point de vigilance, c'est le déplacement des animaux, c'est comment enterrer les fils électriques, parce que voilà, pour protéger les arbres et puis faciliter le déplacement. Ce que j'ai pas dit ici, c'est que oui, il y a des histoires d'écartement aussi, de largeur, voilà, qu'il faut travailler par rapport à la mécanisation, par rapport à l'unité de surface à pâturer. Donc voilà, si c'est tous les 20 mètres, une ligne, ou tous les 30 mètres, et voilà, ça c'est des questions plus pratiques. Il y a les questions de passage aussi. Est-ce qu'on va réserver 8 mètres, 10 mètres, 12 mètres de passage par rapport à la nervosité des animaux que vous avez, si c'est des génisses ou des broutards ou des vaches laitières, ça, elles n'ont pas les mêmes comportements. Donc la protection des fils enterrés. Il y a cette question effectivement de la distance à laquelle on va faire pâturer. Quand on plante, vous avez vu, on ne peut pas faire pâturer directement les premières années, donc il faut vraiment protéger pendant les 5 à 7 premières années, mais il n'empêche qu'il y a une ressource en herbe et qu'on peut éventuellement faire pâturer, hein, donc c'est l'histoire d'auteur de fil. Alors là, c'est des exemples de clôture, mais en fait, maintenant qu'on a de plus en plus d'agriculteurs, il y a plein de modalités en fait différentes selon les gens, quoi. Soit on est sur carrément 2 fils parallèles avec des fers à béton ou des piquets en bois. Ici, vous avez un système qui est croisé, plutôt en dents de scie. Comme ça, on protège l'arbre et ça permet de venir pâturer la moitié de la bande enherbée plantée. Vous avez d'autres systèmes avec des poteaux. Alors, quelquefois, il y en a, on commence à avoir des retours. Hein, des poteaux, là, c'est peut-être qui sont pas assez solides parce que l'animal, quand même, s'il cogne là-dessus, c'est peut-être un peu compliqué. Ce genre de système, c'est un petit peu plus solide. Il y a des systèmes où on va, avec des pinces, où on avance, où on recule le fil électrique. On est en train de planter un gros projet là sur 120 hectares d'un éleveur breton
deux frères qui se sont mis ensemble en pâturage tournant dynamique et quasiment la totalité en agroforesterie fourragère. On travaille. Enfin, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. Là, en fait, donc, on a des arbres de OG qui pourront être éventuellement étêtés ou pas, peu importe, et des fourragères, dont l'idée c'est de faire un prélèvement direct par les animaux. Donc là, on a donc un fil électrique qui entoure l'arbre et deux fils électriques qui partent de part et d'autre. Mais ici, en fait, ça des fils directement amovibles, hein, donc qu'on peut décrocher pour aller faire rentrer les animaux directement. Après, il y a l'autre méthode qui est, bon, il y a le prélèvement direct, mais il y a tout ce qui est monde et enrubanage. Et monde, ben, c'est ce que vous avez vu, on coupe les branches et on va les amener directement au sol. Après, avec une pince, on peut aussi les amener dans une remorque pour les amener à faire un peu comme une auge, quoi. La remorque va servir d'une auge grandeur nature. Ça évite que les feuilles tombent directement au sol, parce que la durée de vie de ces feuilles au sol, elle est quand même pas top. Et puis la qualité, si elle commence à être humide et puis un peu à se dégrader, avec à moisir également, ça peut être embêtant pour la digestion au niveau des vaches. Et là, vous avez vu, donc vous avez avec des roues de valeur, donc carrément de l'orgueil, de la neige. Voilà d'autres exemples. Donc voilà l'exemple, donc ça c'est un éleveur qui est assez connu, qu'on voit souvent, qui s'appelle Messiaen, je crois, qu'on voit souvent sur Internet. Donc c'est son exploitation, donc voilà comment il fait. Donc ça demande un petit peu de manutention, hein, avec une fourche et une pince. Ça c'est un système donc en Asie, c'est pas chez nous, donc c'est plus pour des petites surfaces et c'est des productions de feuilles de mûrier. Donc là on est vraiment sur des productions, des rendements assez élevés. Et là, donc, il passe et puis, en fait, il donne à manger directement les feuilles de côté. Et ça peut être mécanisé ou tracté, hein, bien sûr. Comme ici, voilà. Donc là, on est sur du déchiquetage. La Chambre d'agriculture de Normandie travaille beaucoup sur ce qu'ils appellent des bandes lignocellulosiques. Donc, ce sont des taillis, donc, qui ressemblent à ce que je vous propose en fourrage et qui permet après de faire donc, de l'ensilage, comme de l'ensilage d'œufs. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Forcément, on a pas mal à apprendre, il y a pas mal d'erreurs qu'on peut faire, des problèmes parce qu'on n'a pas l'expérience, parce qu'on n'entretient pas assez les arbres, des problèmes de conception aussi. Quelquefois, il vaut mieux prendre le temps, réfléchir à deux fois avant de se lancer.